Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stories the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'on prend la suite de Ça le temps pour un film pour parler de Mission Impossible Dead Reckoning, part 1 avec, mon ami Julien Dupuis. Salut Julien. Bonjour Stéphane. Voilà. Et Alain Mercier derrière la technique qui, a vu le film avec nous. Tout à fait. Donc du coup on va pouvoir en parler tous les trois. Moi je lui ai demandé de mettre une caméra sur lui parce qu'on est aussi filmé pour ceux qui sont restés sur les podcasts, de mettre une caméra sur lui avec une espèce de fisheye comme ça à la Jean-Marie Poiret quand il intervient, tu sais, ce serait super. Moi je trouve qu'il faudrait pour ça, c'est pour des choses comme ça, Stéphane. Écoute, que les gens ils doivent typer. Voilà, c'est aussi tout pour avoir des caméras sur Alain. Pour l'instant la voix d'Alain Mercier c'est la voix de Dieu. Tout à fait. Voilà, donc il va intervenir pour dans le débat éventuellement pour nous expliquer la vie. Pourquoi Mission Impossible ? Parce que ça sort, en salle, et qu'en fait, finalement, comme on a bouclé Ça le temps pour un film, qu'on n'avait pas pu le voir à temps à ce moment-là, et que l'épisode est sorti de toute façon, voilà. Oui, et puis que Capture, ça c'est un truc qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais en train de passer un nouveau cap, parce qu'on va changer de studio. Donc vous allez voir d'autres épisodes de Story après celui-ci, parce qu'on les a déjà enregistrés par le passé. Tout à fait. Et ça, c'est le dernier en fait qu'on tourne ici, Exactement. Donc c'est voilà, on va passer à un studio et tout. Donc encore raison de plus aussi pour nous soutenir par tous les moyens qui sont à vos dispositions, donc financièrement si vous avez les moyens, mais aussi en likant, en partageant. Ouais, en s'abonnant sur la chaîne YouTube aussi, c'est important. Enfin voilà. Quoi. Et donc on avait envie de parler quand même dessus, c'est un des événements de l'année. Parce qu'on a pu le voir à le temps. Donc du coup, c'est des films de l'été, c'est probablement le dernier, donc on va traiter avant un bon moment, quoi. C'est ça, on pourra pas faire Oppenheimer parce qu'on va le voir trop tard. On pourra pas faire Barbie dans Stéroïdes. Tu seras très, je sais que tu es très déçu. Mais par contre, Mission Impossible, qui est quand même un des espoirs de l'été, je pense clairement, pour beaucoup de gens, quoi. On en parle aujourd'hui. Alors. Je me tourne vers toi, mon bon Julien, pour pitcher le film. Je suis déjà tourné vers toi, mais je me retourne vers toi. Alors, pour pitcher le film, c'est un peu embêtant parce que on spoil ou pas ? Évidemment qu'on spoil. Donc on spoil, donc coupez tout de suite parce que je vais vous dire un truc qui n'a pas, sur lequel la communication du film, à ma connaissance en tout cas, n'a pas communiqué. Ça a été pour moi une des nombreuses bonne surprise en fait du film, c'est-à-dire que en fait il y a un antagonisme et il y a un enjeu dans les Missions Impossibles qui pour le coup vaut le coup, c'est-à-dire que je trouve que tous les Missions Impossibles par le passé, excepté le 1, et j'ai un peu envie, on va revenir forcément sur le 1 notamment pour une séquence je pense, mais le 1 pour moi je le mets un peu à part en fait de la saga, de la franchise, c'est-à-dire que le 1 pour moi c'était pas encore une franchise, c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi de Brian De Palma. Et le problème c'est que quand tu ramènes le 1 dans le débat, quand tu parles des autres Missions Impossible, mais mine de rien, comme tu l'as dit, on en est au 7e. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 6 autres films. Ça invalide à chaque fois le truc. C'est-à-dire que rien n'a vraiment égalé le 1, je trouve, par la suite, que ce soit au niveau de la structure, au niveau même des fixes, quelque part, en fait. C'est vraiment un film à part, je trouve, dans la saga, pour beaucoup de raisons. Et puis aussi parce que c'est arrivé à une époque où Tom Cruise n'était pas ce qu'il est devenu dès le 2, je trouve, notamment avec cet ego trip incroyable. Donc, pitch pardon Stéphane, je m'égare. Donc en gros, pitcher le contexte. Non, mais c'est important quand même aussi d'en parler, je pense. Et sur le pitch, en fait, en gros, il y a une nouvelle menace, un nouvel antagoniste qui se trouve être une sorte d'intelligence artificielle qui s'est en quelque sorte autosuffisante, d'une puissance incroyable, qui peut prodiguer à l'État qui va détenir cette intelligence artificielle-là un pouvoir total et absolu. Et donc, comme c'est souvent le cas dans les autres épisodes, la mission impossible, comment c'est Force, c'est ça, la MIF. Force, ouais. Donc, menée toujours par Ethan Hunt, donc Tom Cruise, décide de détruire cette intelligence artificielle, alors que son propre gouvernement décide, elle, de se l'accaparer. Son propre patron. Et son propre patron décide, et aussi son propre patron. Parce que c'est le retour de Kittredge. De Kittredge, évidemment. Mais en fait, en gros, l'idée, c'est ça. Et donc, donc il y a une force. Encore une fois, ils se retrouvent seuls contre tous. Encore une fois, ils doivent combattre
réussir à trouver à la fois littéralement la clé pour atteindre cette intelligence artificielle, en fait, en tout cas le cœur de cette intelligence artificielle qui est déjà présente partout, de plus en plus, et combattre, et c'est l'autre idée que j'adore, en quelque sorte le messie, le bras armé de cette intelligence artificielle qui pour le coup est un humain. Donc en gros, tu as un antagonisme qui est... presque donc, comme je l'ai dit, j'ai lâché le mot, un peu divin, comme ça, qui est partout et nulle part. Et donc, son bras armé, qui a lui-même d'autres bras armés, et ils vont donc devoir retrouver 2 clés qui donneront accès à cette intelligence artificielle et évidemment savoir où aller, puisque dans la séquence d'ouverture, on t'explique où elle est, et en l'occurrence, elle est dans un sous-marin russe. Qui a été explosé dans le. Qui s'est auto-explosé puisqu'en fait l'intelligence artificielle, la scène d'ouverture du film. Voilà, l'intelligence artificielle les a dupés en gros. Exactement. Et leur a fait croire qu'il y avait un antagoniste là où il n'y en avait Donc pas. ils ont tiré une torpille qui leur est revenue dans la gueule. Qui est revenue dans la gueule parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'autres ennemis. Dans une belle scène pompée sur Octobre Rouge. Ouais, oui, bon, oui, je sais pas ça. Mais après, le truc c'est que en sous-intrigue, on va dire, il y a une nouvelle membre en fait du MIF qui a commencé à apparaître, qui est jouée par Rebecca Ferguson. Non, l'autre. Ah oui. Pardon, tu parlais de. Alain, en fait, Alain, il va. Ne nous souffle pas, Alain, finalement. Alors, Rebecca Ferguson, ça fait déjà. Ça fait 3 films qu'elle est là. Elle est arrivée dans Rogue Nation. Non, qui est jouée par Ellie Atwell et qui est une super actrice, moi que j'aime beaucoup. Ouais, qui est Peggy Carter dans les Captain America, dans les Marvel. Et je reste à Captain America. Le premier. Et qui est une espèce de super voleuse et qui se retrouve un peu embringuée là-dedans malgré elle, mais Ethan Hunt va vraiment repérer quelles sont ses capacités et va décider de se l'adjoindre en fait, de l'intégrer au groupe du MAF, puisque on retrouve le groupe habituel, donc Rebecca Ferguson, le personnage de Rebecca Ferguson dont le nom m'échappe, mais qui Ilsa, voilà, c'est ça, qui continue d'être une espèce d'électron libre, mais attaché sentimentalement à Ethan Hunt. Évidemment, le personnage joué par Simon Pegg, Ving Rhames, voilà, toute cette équipe-là, en fait, qui continue à arriver, qui vont devoir donc sillonner le monde à la recherche de cette clé. Ce que j'ai bien pitché, j'ai l'impression que c'était hyper fumeux. Ouais, c'est très long. Après, en vrai, je pense que mais on va peut-être en parler de manière générale, parce que tu parlais du premier film, et je me souviens qu'à l'époque de la sortie du premier film, il y avait tout un débat assez étonnant, hein, moi je trouve, sur le fait que le film était incompréhensible, surtout pour le public américain. C'est vrai ? Ouais. Et notamment les ramifications politiques, en fait, si tu veux, entre les différents personnages, dont ils parlent un tout petit peu d'ailleurs là-dedans. Hein, ils font mention du personnage de Vanessa Redgrave. Ce retour là, moi. Si, ouais, c'était un des trucs en fait qui était ressorti après la sortie aux États-Unis du premier. D'accord. Et d'où l'idée en fait dans Mission Impossible 2 et j'ai envie de dire 3. 4 et à peu près jusqu'à l'arrivée de Christopher McQuarrie en fait à proprement parler, d'où l'idée de faire des pitchs quand même extrêmement simples en fait. Oui, en gros c'était toujours la même chose. Je sais pas combien de fois il a lutté pour éviter qu'il y ait un fichier qui révèle la véritable identité des agents secrets. Il faudrait que je me replonge dans toute l'histoire des Missions Impossibles, mais en fait c'est pour dire la vérité, c'est en règle générale, à part encore une fois le 1, ce sont des films, et là je mets le Brad Bird aussi dans l'eau et tout, c'est des films dans lesquels le scénario importe, enfin pour moi importe pas beaucoup, quoi. Voilà, là ici t'as quelques idées, mais après il y a aussi une problématique. Il y a un MacGuffin, en fait, voilà, il y a un MacGuffin. Après, bon, recontextualisons aussi. On arrive en fait, moi je sais, je vais poser cette base parce que je pense que c'est un petit peu important. On n'a jamais vraiment parlé de surcapture de Mission Impossible, quoi. Non, c'est dommage. Ouais, et en fait, le truc c'est que du coup c'est plutôt pas mal de faire ça avec ce film-là, parce que à la base en fait Mission Impossible et ça traduit, c'est quand même un film qui date de 96 maintenant, hein, ça traduit un peu la volonté de Tom Cruise de cette époque-là, avec les films qui se sont succédés. L'idée c'était d'aller chercher des réalisateurs à chaque nouveau film. C'est-à-dire que t'as Brian De Palma sur le premier, t'as John Woo en fait sur le deuxième, bon t'as J.J. Abrams sur le troisième, mais c'est parce qu'on sait que Fincher et comment dire Joe Carnahan surtout se sont barrés en claquant la porte, quoi. Et puis c'est un choix très discutable et le film est lui-même très discutable, mais en même temps moi c'est le pire film de la saga, hein, pour moi. Tu peux aussi admettre que oui, d'accord, moi je parle du point de vue j'essaie de parler du point de vue de Tom Cruise, qui est difficile. Ouais. mais c'est J.J. Abrams, quand il est arrivé, il a imposé en quelque sorte une espèce d'école à la fois d'écriture
d'écriture et peut-être un tout petit peu de réal et qu'il a voulu capitaliser là-dessus. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y a une logique. C'est surtout un film qui a été à l'époque en fait où il a été fait, qui a été inversé avec la sortie de la Guerre des Mondes et du coup en fait en gros il a fallu le faire aussi très rapidement quoi. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de Mission Impossible 3. Non. Et ensuite quand même retour aux vraies affaires avec Brad Bird sur le 4 quoi, qui est moi je trouve le meilleur après le premier quoi. Et qui était un vrai risque de la part de Tom Cruise. Moi j'en ai parlé avec Brad Bird en fait de ça, et Brad Bird disait, moi j'étais incroyablement étonné que ce gars, parce que c'est en fait Brad Bird a été dragué en fait par Tom Cruise dès Le Géant de Fer. Donc et Brad Bird il dit Tom Cruise c'est un érudit incroyable, c'est un vrai cinéphile, on parle de cinéma et de façon très pointue avec lui et c'est hyper agréable, et il dit lui par exemple il ne fait aucune distinction entre le cinéma d'animation et le live. C'est-à-dire que s'il repère un bon réalisateur, et là pour le coup c'était le cas sur Brad Bird, c'était son premier film live quand même, s'il repère un bon réalisateur en cinéma d'animation, il se dit ce mec là est capable de faire un film live qui soit très, très correct. Préciser quand même que sur ce film-là, c'était encore beaucoup la mainmise de J.J. Abrams, c'est-à-dire que c'était coproduit par Bad Robot, il y avait encore la team de scénaristes qui venaient de cette écurie-là. Ce qui fait que le scénar est vraiment pas terrible non plus, c'est sûr. Bon, ça, après le truc qu'il faut pointer du doigt, c'est qu'à cette époque-là, Tom Cruise, c'est un peu tous les états de Tom Cruise, Mission Impossible, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, Tom Cruise n'était pas vraiment en odeur de sainteté. D'ailleurs, il y a un petit détail dans le dernier dont on va parler rapidement à la fin, parce que moi, ça, je sais pas si t'as vu ça dans le générique, mais en fait, le film est dédié à Sumner Redstone. Oui, mais qui est-ce? Alors, Sumner Redstone, c'était le patron de Viacom, un vieux monsieur, en fait, qui est décédé il y a quelques années, et qui, par le billet de Viacom, était le patron de Paramount. Et en gros, dans la grande époque, en fait, Tom Cruise saute sur les canapés d'Oprah Winfrey. Oui, il l'avait blacklisté en quelque sorte. Il avait été blacklisté par Sumner Redstone, et notamment, surtout, par la femme. À l'époque de Sumner Redstone, tu vois, qui, comment dire, avait dit non mais lui, en fait, le public féminin ne viendra plus le voir, en fait. Du coup, il l'avait juste après le pseudo-bid en fait de Mission Impossible 3. En fait, il a été blacklisté par la Paramount. C'est ce qui a permis à Tom Cruise de partir. Et la Guerre des Mondes aussi. Enfin, il y avait une déception sur les deux aussi. Alors, surtout pour la Paramount, en fait, c'était donc Mission Impossible. Et le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qui a poussé d'ailleurs Tom Cruise à essayer de récupérer la United Artists, d'essayer de relancer un studio, parce qu'on oublie souvent qu'il a essayé de faire ça à la fin des années 2000, quoi. Et il s'est planté. C'est un de ses gros plantos, en fait. Donc, il était vraiment pas en odeur de sainteté à l'époque de Mission Impossible. Il en a pas eu beaucoup dans sa carrière, mais c'est vrai que là, il y a eu une sale période. Voilà. Protocole Fantôme, donc le 4e. Et c'est pour ça que je pense que J.J. Abrams était vraiment en renfort. Enfin, toute son équipe était en renfort pour valider comment dire, auprès de Paramount, en fait, la qualité du studio. Donc moi, je trouve ça assez étonnant qu'il dédie le film que le film soit dédié à ce mec, mais je sais pas, ça j'en sais rien. Mais après, le truc, c'est que juste pour préciser encore même, le truc, c'est que quand je précise que c'est produit par Bad Robot et tout, ça a son importance. C'est-à-dire que ce Bad Robot était vraiment la boîte de prod en fait à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, ils ont évidemment l'accord de distribution avec Paramount, donc Paramount met énormément d'argent sur la table, et c'est eux en fait qui ils ont leur mot à dire, c'est indéniable, tu vois. Mais par contre, Bad Robot, c'est eux la boîte de prod, c'est comme Lightstorm quand ils produisent les films de Cameron. C'est-à-dire qu'on oublie ça, hein. Parfois, on a l'impression que c'est juste les médias et c'est juste les trucs comme ça. J'ai lancé un postillon, je ne sais pas si c'est vu à la caméra, mais c'était impressionnant. Mais ça s'est pas entendu du tout dans le podcast. Désolé, mais ça arrive, je ne suis qu'un humain. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, tout le monde disait ça de Bad Robot en fait à l'époque, et Brad Bird le disait. Il disait, j'ai eu l'impression d'être quasiment aussi protégé que quand je bossais à Pixar en fait. Il y avait quand même cette liberté. Brad Bird disait ça. Brad Bird, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que t'as dit autre chose. Je crois que tu parlais d'Abrams, mais vas-y. C'est peut-être moi. Hein. Vas-y, Brad Bird, mais c'est pas grave. Merci. La voix du divin nous a dit que j'avais raison. Merci le divin. C'est pas grave. Continuons. Avançons. Donc il était protégé, certes. Alors le truc, c'est que ça, c'est une réalité. Mais c'est surtout qu'avec l'arrivée de Macquarie, qui est devenu un petit peu son nouveau Robert Towne, c'est-à-dire son nouveau scénariste attitré, quelqu'un qui travaille sur absolument tous les projets. Tous les films en fait de Tom Cruise, qui est une rencontre qui s'est plus ou moins faite à peu près à l'époque de Jack Reacher. On a fait un podcast sur Jack Reacher avec Julien Charpentier. C'est fait vraiment à l'époque de Bryan Singer, à l'époque de. Tout à fait, c'est vrai, Valkyrie. De Valkyrie, tout ça. Hein, et en gros, Macquarie est un ancien collaborateur de Bryan Singer. Et en fait, il faut savoir donc que Tom Cruise fonctionne comme ça en fait sur ses propres projets.
C'est-à-dire qu'il l'a toujours fait réécrire jusqu'à cette époque-là par le scénariste Robert Towne. À l'époque déjà à l'époque de Jour de tonnerre, hein, jusqu'à à peu près effectivement la fin des années 2000. Et que là, tu crois, ça s'est même pas terminé. En tout cas, je sais que pour en avoir parlé avec Joe Carnahan, Robert Towne était sur Mission Impossible 3. Était encore sur le 3, d'accord. Ouais. Okay. Et le truc, en fait, ce qui s'est passé... C'était un problème, hein. Oui, bien sûr. Robert Towne, c'est un vieux monsieur. Robert Towne, c'est un vrai souci. Ouais. Voilà. Et c'est un scénariste des années 60-70 qui est très connu pour Chinatown, par exemple, de Polanski, et qui, en fait, effectivement, est quelqu'un de talentueux, mais qui est quelqu'un qui, je pense qu'on peut le dire assez ouvertement, a vendu son âme, en fait, d'artiste, en tout cas, justement, en travaillant avec Tom Cruise. C'est pas quelqu'un de très buté, très orgueilleux. C'est pas comment dire, c'est une façon de voir les choses, évidemment, hein, mais quand on vient du Nouvel Hollywood et qu'on fait de Jour de tonnerre, il y a quand même ça il y a un problème, mais c'est clair. Voilà. Mais le truc, c'est que on s'égare, on part dans tous les sens, mais en fait, le truc, c'est que Macquarie est devenu le réalisateur attitré de la franchise. C'est important, cette mise en contexte. Je veux dire, là, on parle vraiment d'une vraie saga, en fait, Mission Impossible. Quasiment au long cours, parce que ça fait bientôt 30 ans. C'est ça, et tu peux pas faire abstraction de ça quand tu vois le dernier non plus. C'est-à-dire que forcément, mais je pense. C'est le cas sur tous les films. Je pense. Voilà, c'est les qualités et même les défauts du dernier, en fait, sont aussi liés à tout à fait. Moi, je pense que l'un des premiers problèmes de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, on dirait que les mecs ils font les captures en mag, le podcast, tu sais, première partie, deuxième partie, troisième partie, quoi. Ça dure aussi longtemps en plus. Mais l'un des problèmes majeurs à mon sens, hein, mais après ça va avec le projet, c'est que c'est le troisième film de Macquarie sur 4 et que en gros ça commence à se voir en fait aussi, je pense, tu vois. Alors après, moi personnellement, je trouve ça meilleur que Fallout. Parce que Fallout, c'est quand même, les mecs ont oublié d'écrire un scénario, quoi. Mais après, il y a quand même, en fait, on reste dans les limites de ce que Macquarie est capable de faire, quoi. À l'exception de quelques points dont on va parler, parce qu'on va vraiment tout dire sur Mission Impossible, donc vraiment allez le voir avant de vous faire spoiler. Un des gros trucs. Non, moi, oui, peut-être. Après, le truc, c'est que tout dépend de ce que tu penses de Macquarie. C'est-à-dire que puisqu'on en est à remettre aussi en contexte le truc, je trouve que quand il est arrivé avec Rogue Nation, moi je l'ai perçu comme ça m'a fait du bien en fait. Et j'aime beaucoup Rogue Nation, c'est un de mes préférés avec le 4. Bon, le 1, encore une fois, je le mets à part, mais le 4 et le 5, c'est vraiment deux films en fait que j'aime. Encore une fois, ça dépend sur quoi tu restes. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que le 6 avait été une grosse décision. J'ai vu beaucoup de fois personnellement Protocole Fantôme. Alors ça, c'est aussi un autre truc qu'il faut. C'est un détail, hein, on s'en fout, c'est une connerie. Hein. Mais moi, ça me fait un peu marrer les sous-titres des Missions Impossibles parce que c'est vraiment, t'as l'impression qu'en fait, les mecs ils prennent des titres des DTV et ils les accolent en sous-titres. En fait, si tu veux, Protocole Fantôme, Fallout, Dead Reckoning, Rogue Nation, en fait, tout ça, c'est des films avec Dolph Lundgren dans les années 90, en gros, quoi, tu vois, ou avec, je sais pas, moi, avec bref, Don the Dragon Wilson, quoi. Mais, tu vois, ouais, voilà, nonobstant, voilà, c'est évidemment pas de la qualité, ce n'est absolument pas indicatif de la qualité des films, quoi. Mais, le truc, c'est que, ce qui est super, moi, je trouve, dans Rogue Nation, c'est le scénario. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai scénario écrit avec des trajectoires de personnages. Il a rajouté un personnage qui est vraiment important, à mon sens, dans le film, et dans la saga, qui est Ilsa. Et on va en parler là. Ouais. Même si je trouve qu'il y a une petite déception autour de ça dans celui-là. Le truc, c'est que comment dire, ce personnage-là, qui est cette espèce d'alter ego d'Ethan Hunt, quoi, c'est une super idée. L'actrice est formidable. Ouais, elle est géniale. Et c'est clairement un élément qu'on doit totalement à Macquarie, quoi, et qui est vraiment développé, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... Moi, j'aime beaucoup Simon Pegg, hein. Je le trouve formidable, moi, notamment dans le 4. Mais le truc avec Simon Pegg, c'est que, en gros, il est utilisé comme il est utilisé de manière générale, c'est-à-dire comme un sidekick. C'est ça, c'est un sidekick et c'est assumé comme ça. Vingraham, c'est la même chose et tout, quoi, évidemment. Voilà, quoi. Mais le truc, c'est que là, c'est un vrai nouveau personnage. Oui, c'est-à-dire vraiment intéressant. Et qu'il a un peu laissé par la suite, c'est sûr. Mais déjà, c'était un gros problème déjà dans Fallout, hein, la façon dont il a été traité et tout. Là, bon, au moins, il essaye de lui redonner un peu de consistance. Le problème, c'est qu'il l'abandonne en cours de route. Et là, tu te dis, mais est-ce vraiment nécessaire, en fait? Qu'est-ce que ça apporte, finalement? Surtout, voilà. Ça sert pas à gros chose. Donc, comme on spoil, c'est vrai d'accord. Non, j'ai juste, en fait, je voulais préciser, parce qu'en fait, on part dans tous les sens. Il faut vraiment, en fait, recentrer. Moi, ma problématique, en tout cas, sur Macquarie, c'est que c'est bien vu d'avoir un vrai scénario, contrairement au 4, par exemple. Mais ce qu'on gagne en scénario, ce qu'on gagne sur le papier, on le perd, moi, je trouve, à l'image. C'est-à-dire qu'en gros, c'était propre, Mission Impossible 5, hein, Rogue Nation, quoi, c'était bien fait.
mais t'as pas du tout la virtuosité de réalisateur de Brad Bird. De Brad Bird. Après, évidemment, au jeu des chaises musicales de réalisateur, Macquarie largement au-dessus de J.J. Abrams, quoi, sans problème. Maintenant, en fait, le truc, Steph, c'est que oui, c'est vrai. Après, la question aussi, c'est est-ce que c'est vraiment préjudiciable ? C'est-à-dire que le pas truc, sur c'est que pas sur Rogue Nation, pour te répondre, sur Rogue Nation, en l'occurrence, moi je trouve que par exemple, puisque c'est vraiment l'enjeu, quoi, sur les scènes d'action, évidemment que t'as pas le truc du couloir, évidemment que t'as pas la séquence sur l'immeuble là à Abu Dhabi, là, c'est Abu Dhabi. Je sais plus, enfin dans ces pays de merde là, oui. Dans un de ces pays de merde. Et donc heureusement, évidemment que t'as pas ces trucs là et tout. En même temps, non, c'est à Dubaï. À Dubaï, ouais. pardon. Je m'en fous, c'est la même merde. Et le truc, c'est que le truc en fait, c'est que j'arrête pas de dire des trucs comme ça. Je vais avoir des problèmes. non, mais bon. Bref, mais le truc, c'est que évidemment que t'as pas toutes les séquences de virtuosité de Brad Bird. Le truc, c'est que moi, je sais que la séquence, par exemple, puisqu'on en a encore à parler du 5, mais la séquence à l'opéra, la séquence de poursuite en moto et tout, putain, moi, c'est des séquences que j'ai vues et revues, dans lesquelles je prends un panard total. D'accord, non, mais... C'est vraiment excellent. En fait, le truc, c'est que y a, de toute façon, il y a le savoir-faire Tom Cruise autour, déjà. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que à l'époque de Rogue Nation, et c'est un film qui tient encore très très bien la route pour moi, c'était pas trop problématique parce qu'on se disait, bon, bah, peut-être le prochain, ils iront chercher, je sais pas, moi, tu vois, je vais croiser les doigts, McTiernan, tu vois, mais le même truc, sans ça, moi, je te parle du film même, je me projette pas. La problématique, si tu veux, c'est que c'est là où je voulais vraiment en venir, en fait, c'est qu'on en arrive, en fait, à un stade aujourd'hui où, comme on est dans, et Mission Impossible n'échappe pas vraiment à ça, on n'est plus, en fait, dans le Hollywood qui prend des risques. En gros, l'idée de Tom Cruise, maintenant, c'est de donner, en fait, chaque film à Macquarie. Ils l'écrivent ensemble, ils les réalisent à chaque fois. Et là, en l'occurrence, en fait, on arrive à ce Dead Reckoning Part 1 qui, comment dire, est censé avoir une suite. Bon, ce qui veut dire que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a 4 films de Macquarie, en fait, dans la franchise, sur 8 films. C'est un peu dommage, en fait, pour une franchise qui avait commencé et qui est restée pendant 15 ans, en fait, un territoire, en fait, d'expérimental pour des réalisateurs. C'est-à-dire, après, on en pense qu'on veut, hein. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans le John Woo. Il y a beaucoup de trucs problématiques aussi. Mais voilà, en fait, je veux dire, au moins, on était encore dans un espèce de système qui favorisait un tout petit peu le réalisateur. Ouais, une espèce de système, tu vois. Tu veux que je te reprenne sur tous les moments où t'as ripé ? Bon, merci. Donc, le truc, c'est qu'on était dans une espèce de système, en fait, si tu veux, où, comment dire, où il était possible, en fait, pour le réalisateur un tout petit peu de mettre sa patte, même si c'était pas évidemment le John Woo de Mission Impossible 2, ce n'est même pas celui de Face Off ou celui des... Bon, je parle même pas de The Killer ou de Toute épreuve, quoi. Mais le truc, c'est que là, la problématique de Macquarie, c'est que si c'était un réalisateur brillant, virtuose, incroyable, tu vois, je te dirais formidable, tu vois. J'ai 4 films de Macquarie pour le prix de... Tu vois, voilà. Sauf que non, c'est pas le cas. C'est quand même un réalisateur, à mon sens, extrêmement impersonnel. Et qui change un tout petit peu, qui a essayé de changer de style entre le Rogue Nation et Fallout. Moi, je trouve que c'est pas, c'est des tentatives où tu essayes de pas être toi-même, quelque part. C'est un des trucs un peu étrange, quoi, tu vois. Et là, on revient à peu près du filmage un peu plus, proche de Rogue Nation, en fait, sur Dead Reckoning. Et ça reste, à mon sens, là, un des problèmes de ce film, c'est que, en fait, en gros, pour moi, la formule, elle commence vraiment à se répéter. C'est-à-dire, elle arrive à se renouveler avec l'idée d'avoir des nouveaux réalisateurs malgré des scénarios un peu interchangeables. Là, en fait, elle commence un petit peu à se répéter. Maintenant, pour autant, et ça il faut le dire. Pas ça grave en fait quoi. Ouais. Je veux dire oui, ce fut ça Mission Impossible. Il veut plus faire ça, Tom Cruise. Après c'est encore une fois. Est-ce qu'il peut faire ça ? C'est la vraie question. Hein. Maintenant c'est surtout ça. C'est-à-dire que est-ce que dans ce système-là il peut le faire quoi ? Et le truc c'est que en tout cas, ce que je veux dire moi par rapport à ça, c'est que je commence doucement en fait en sortant de Dead Reckoning quoi. Je commence doucement à me dire bon. Ça commence un peu à stagner la franchise quoi. Et en fait le truc si tu veux c'est que ceci étant dit parce que voilà le monde n'est pas simple tu vois. Ok, ceci étant dit tu peux prendre ton micro hein, tu vas parler hein, t'inquiète hein, tu vois commence pas tu vois mais le truc c'est que ceci étant dit il a pas fait l'économie d'un scénario contrairement au précédent, c'est-à-dire que vraiment là ils ont commencé à réécrire le film quoi, ce qui est important donc voilà.
Parlons-en. Enfin, on a pas recontextualiser tout là. En fait. Oui, bien sûr. Et le truc, c'est que mais que cette promesse qu'on a eue sur les 5 premiers, en fait, du coup, d'avoir un nouveau réalisateur qui a investi le truc et tout. Effectivement, elle est plus présente. Pour X ou Y raison, j'en sais rien. Après, ça appartient à Tom Cruise. Moi, je prends ce que Tom Cruise il me donne. J'indexe pas mon opinion sur le film sur ce que je rêve que le film soit. C'est-à-dire que je juge le truc, voilà, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas un rêve, hein. Ça reste encore une fois ce qu'il faisait il y a encore jusqu'en 2015, quoi. 2015, ouais, donc il y a 7 ans. Ouais, il y a 2 films depuis. Hein. Donc, donc c'est voilà. Après, le truc, c'est que oui, effectivement, le truc, c'est que sur Dead Reckoning, c'est qu'il y a des petits soucis, je trouve, dans le film, effectivement. Mais pour moi, le plaisir, il est là, total. Et surtout, il y a un truc, en fait, qui m'a frappé, en fait, quand j'ai vu le film, c'est que ça fait 2 étés de suite où on a un gros Tom Cruise qui sort. Et je me suis dit, ce mec-là, on connaît son abnégation pour la scientologie et tout, et je pense qu'il a le même truc avec le cinéma, et tu peux pas lui enlever ça. Il y a un truc là-dedans où je me suis dit, ce mec, c'est le vrai truc que je ressors du film dans sa globalité, c'est que il a envie de bien faire, quoi. Ça se sent, quoi. Ça se sent partout. Ouais. Et je trouve même, c'est marrant, mais tu vois, il y a un autre truc, c'est que il y a tout ce récit médiatique autour de Tom Cruise, il fait toutes les cascades lui-même, etc., qui est irritant, contre lequel moi je m'inscris en faux, notamment, je vais pas revenir sur toutes les problématiques autour de ce qui s'est passé aux Oscars avec Top Gun et tout, mais il y a eu plein de problèmes et tout là-dessus. Mais l'avantage en fait de ça, c'est que il y a un enjeu qui est placé sur ces moments sur ces scènes d'action, en fait, sur ces gros moments du film, qui fait que c'est des vrais événements, en fait. Il y a un truc, en fait, dans ces scènes d'action où tu te dis, cette poursuite en voiture à Rome, ce final dans le train, et notamment cette séquence avec les différents wagons qui tombent et tout. Ouais. Il y a un truc où tu te dis, le mec, il veut marquer les esprits avec ça. Il veut se dire, les gens, ils vont sortir, ils vont être rassasiés. Ils auront vu un vrai gros truc qui dépasse, en fait, la méthodologie de fabrication qui est un peu mensongère vis-à-vis de... en fait, c'est hyper agréable, en fait. Le truc avec Tom Cruise, c'est que c'est une vraie star. Et en fait, le truc aujourd'hui, c'est que ça n'existe plus vraiment. Et qu'est-ce que j'entends moi par vraie star ? On est en fait à l'ère des réseaux sociaux où les mecs, en fait, si tu veux, The Rock, si tu veux le voir, tu le vois toutes les semaines en fait sur son Instagram avec ses gamines, avec ses machins, avec ses trucs. Tu le vois pas aux chiottes et tout. Exactement. Donc le truc avec Tom Cruise, c'est que Tom Cruise, il ne se met pas en scène comme ça. Tom Cruise, il reste discret. Il donne pas d'interview, alors elles sont hyper cadrées. Voilà, il reste discret, sur sa vie privée. Je pense qu'il l'a appris à ses dépens, qu'il fallait le faire, quoi. Le truc, c'est que il y a, quand il apparaît et qu'il se met en scène. Donc tu l'as dit, en fait, ces interviews, elles sont cadrées. Je pense que t'as aucun journaliste qui s'est pointé pour lui dire, Tom Cruise, tu fais pas toutes tes cascades toi-même, c'est pas vrai. Tu vois, arrête de pipoter. Tu vois, parce qu'en fait, il serait complètement striké par les RP avant que ça arrive, quoi. Donc, je remets un tout petit peu en question, Julien, si tu me permets, l'abnégation de Tom Cruise vis-à-vis du cinéma, parce qu'il le fait aussi en se mettant en scène. Il l'avait fait à l'époque du Covid pour Tenet, où il était allé se filmer en fait en allant voir Tenet en salle, etc. Moi, j'ai une vraie sincérité en fait là-dedans. Non, mais qu'il aime le cinéma, que ce soit son fond de commerce et qu'il ait envie de le défendre, ça oui, il y a pas de problème. C'est plus que le fond de commerse, c'est-à-dire que là, si on doit revenir aussi sur les coulisses de Dead Reckoning, quand il y a eu l'engueulade là, autour du machin et tout, moi je comprends l'engueulade, je prends position pour Cruise. C'est-à-dire que c'est un risque énorme. On sait ce que ça provoque en fait, ce que ça a provoqué en fait. C'est quand dans The Batman, la production est arrêtée, ou Jurassic World, des trucs comme ça et tout. Quoi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, lui, il s'investit pleinement en fait dans le truc et tout. Donc moi, je comprends en fait ça. Je comprends que il demande en fait cette abnégation et cette implication de tout le monde. Après, lui, il a le salaire qui va avec et peut-être pas les grouillots sur lesquels il gueule, quoi. Je pense qu'ils sont très très bien payés en fait sur les films de Tom Cruise, Steph. Et je pense en fait que l'aura et ce qu'il arrive à maintenir autour de lui, tu l'obtiens pas sans contrepartie avec ton équipe aussi, quoi. Je veux dire qu'il obtient ce respect-là aussi. En tout cas, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tous ces trucs-là, en fait, c'est des choses que lui, en fait, accepte de mettre en scène, accepte de clairement faire comprendre. Tu vois, il y a cette vidéo qui a fuité, de Spielberg qui lui tape dans les bras, en fait, si tu veux, pour lui dire, t'as sauvé le cinéma avec Top Gun. Bon,
Moi, je veux dire, à tout prendre, je veux bien la même avec James Cameron sur Avatar. Mais parce que, c'est pas parce que James Cameron n'a pas obtenu gain de cause avec Avatar comme il aurait dû l'avoir, machin, que tu peux pas reconnaître non plus ça. Non, bien sûr. Après, moi, en fait, et là, c'est mon goût personnel, tu vois. J'en ai pris suffisamment plein la gueule à l'époque, l'an dernier, là, quand on a fait le podcast dessus. Je fais partie des quasiment, je crois, des seules personnes sur Terre à pas comprendre pourquoi Top Gun Maverick est apprécié à ce point-là. Oui, mais Steph, en fait, il y a un truc qui est commun entre Top Gun Maverick et qui est commun avec ce Mission Impossible, c'est que moi, quand je vois ces films-là, je comprends pourquoi je suis au cinéma. Je comprends pourquoi je vais les voir au cinéma. Et je pense que ça irrigue. Encore une fois, c'est au-delà des méthodologies de travail. C'est au-delà de. On fait tout pour de vrai, ce qui est des conneries. On le sait très bien. Et ça se voit en plus d'ailleurs. Voilà, dans celui-là, ça se voit clairement. Dans Dead Reckoning et tout. Donc c'est au-delà de tout ça en fait. C'est qu'il y a encore une fois cette volonté qui s'est perdue chez Marvel, qui s'est perdue chez même dans la plupart, enfin dans beaucoup de grosses prods qu'on a faites, mais que tu as dans Babylone, que tu as dans plein de films aussi qu'on a chroniqués depuis le début de l'année, de se dire on fait un film de cinéma, on célèbre le grand écran. Et Top Gun Maverick avait ça. C'est-à-dire que les séquences de baston d'avion, parce que tu comprenais les enjeux, parce que tu avais vraiment l'impression de partager ces trucs avec eux, parce que tu avais tous ces trucs-là, parce que tu avais une vraie sensation de danger parfois, parce que tu avais cette sensation de vitesse, tu te disais je suis content de le voir au cinéma. Moi je sors de Mission Impossible, je me dis j'ai envie de le voir en famille ce truc-là, parce que je sais que tu vas être content de le voir au cinéma. Et il est à ça en fait Tom Cruise. Et ce que je veux dire, tu vois, là-dessus, depuis le début, peut-être de façon un peu maladroite, c'est que c'est une démarche globale. C'est-à-dire que, encore une fois, ce récit médiatique de on tourne pour de vrai, on fait de la pellicule, qui revient aussi avec Nolan et qui donc correspond à ce que fait Spielberg, c'est un truc où ces mecs-là ont la foi encore. Et ça se sent, ça transparaît dans le film complètement. Ce n'est pas discutable. Je pense que lui, en tout cas, instrumentalise un tout petit peu cette fois-là, en fait, pour se poser en espèce de sauveur, et que je pense que c'est un peu lié à son Sauf que c'est le cas, en fait. Général. Il a contribué pour les exploitants. Tu parles à n'importe quel exploitant, ils sont contents qu'il y ait un film comme Top Gun qui arrive. Et après, il y a un espèce de truc où je pense que personne... mais ça, c'est pragmatique. Pour le coup, je pense que personne ne pouvait vraiment calculer, y compris en sortant pour la première fois de Top Gun Maverick, que ça allait être un carton à ce point-là, quoi. C'est-à-dire, moi, je pense... Enfin, honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, bah, ok, tu vois, je veux dire, d'accord, mais je pensais pas que ça allait être un carton aussi atomique, quoi. Enfin, c'est surprenant, c'est quand même un film. Moi, je pensais pas que Avatar allait être un carton atomique aussi pareil. Je pensais pas qu'il dépasserait le premier. Le premier film avait il a pas dépassé le premier. Non, mais enfin, quasiment, quoi. Non, proportionnellement, sortir le marché russe et tout. Enfin, bref. Bon, bref, le truc en tout cas, c'est que tout ça pour dire que, on va peut-être à s'attaquer aux gros morceaux quand même. Oui, de rien, on a quand même plus que contextualisé là. On en arrive à ce Dead Reckoning, quoi, qui, en fait, je pense, dans l'esprit de Macquarie, parce qu'il l'a lui-même dit à l'époque, faut qu'on ait un scénar, faut qu'on l'écrive. Donc d'un seul coup, ça devient un film en 2 parties, ce qui est un peu une nouvelle mode aussi actuellement là, à Hollywood, puisqu'il y a eu le Fast X qui est un film en 2 parties. Il y a, non, bien sûr, non mais évidemment, voilà. Il y a, en tout cas, ça se veut en fait comme ça, puisqu'il y a un cliffhanger. Il y a le Spider-Verse en fait qui est en 2 parties. Je suis sûr qu'il y a 1 ou 2 autres films en fait qui sont en 2 parties qui vont arriver. Je crois qu'il y a le Zack Snyder, mais ça c'est différent, c'est sur Netflix. Voilà. Et ce Mission Impossible, dont la suite est plus ou moins tournée, si ce n'est qu'ils sont encore dessus, quoi. Elle n'est pas tournée, puisque le tournage a été reporté, puisque il y a la grève des scénaristes, et du coup, ils ne peuvent pas finir d'écrire le film, donc il n'est pas fini d'être écrit. Apparemment, la date de sortie, c'est 2024. Non, puisque la grève des scénaristes, justement, a frappé aussi Mission Impossible, donc c'était toute l'ironie du truc où tu te dis, mais vous aviez annoncé effectivement que vous aviez quasiment tourné les 2 films en même temps, et en fait, là, vous êtes bloqué, parce que le scénario, en fait, n'est pas terminé, donc si le scénario n'est pas terminé, le tournage, a fortiori, n'est pas terminé. Donc ça, c'est un problème, et on verra ce qu'ils feront pour le 2. Donc effectivement, il y a ce truc de la suite. Encore une fois, on a beaucoup contextualisé et tout, c'est vrai, et t'as raison, il faut qu'on revienne sur le film en lui-même. Ah oui. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir sur le film. Je sais que le film, il dure quoi, 2h45, un truc comme ça. Moi, j'ai quasiment pas vu le temps passer. J'ai vu un peu un ventre mou avant la dernière set piece, comme ils disent aux États-Unis, où il y a un dernier truc un peu lourd pour avancer les personnages, et notamment avec le personnage de Elliot Well et tout. C'est un peu pesant et tout, mais sinon, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et surtout, j'ai été rassasié au niveau du cinéma, c'est-à-dire que
J'ai été rassasié au niveau du dépaysement que procure le film. J'ai été rassasié au niveau de ces 7 pistes. Je pense qu'on terminera peut-être là-dessus parce que ou on peut peut-être enchaîner directement là-dessus. Mais on parle de ce qu'on veut, Julien. Mais ouais, non, mais en fait, il y a plusieurs trucs. C'est que il y a des scènes d'action qui sont secondaires et qui sont un peu moins bien, mais où il essaye de les teinter. Donc t'as puisqu'on parle de trucs qui fâchent un tout petit peu, enfin moi qui me fâche un tout petit peu en tout cas, je sais pas quelle est ton opinion parce qu'on n'en a pas parlé hors antenne, mais moi par exemple la scène à Venise, je respecte la volonté de vouloir faire un pas de côté stylistiquement, c'est-à-dire qu'il y a manifestement une envie de revenir à un truc qui est un peu plus gothique, on va dire, ou peut-être un peu plus de KPIP, un truc comme ça, quoi, à la fois dans les armes, dans le décorum, dans la façon de le filmer et tout. Il y a aussi cette idée de faire un combat en fait entre deux murs sur une ruelle qui est extrêmement étriquée, où tu sens là les limites effectivement de capacité de filmage de McQuarrie. C'est pas extrêmement préjudiciable, mais c'est vrai qu'elle est. En fait, le problème, c'est que la scène n'est pas, elle est vraiment pas exceptionnelle. Surtout, elle est pas à la hauteur de ce qui se tourne. Et là, pour le coup, t'as un enjeu dramaturgique qui, moi, m'a fait chier parce que donc c'est la mort de Ilsa. Donc, on spoil tout, voilà. Alors là, vous avez regretté, continuez de nous écouter alors qu'on vous a prévenu avant. Et je me suis dit, merde. Déjà, j'ai pas envie qu'elle disparaisse parce que j'aime beaucoup le personnage. C'est très relatif, hein, dans un truc comme ça, elle peut revenir en fait. Ouais, mais bon. En fait, pour moi, ce qui est problématique là-dedans, en fait, et ça fait chier en fait parce que c'est pas à la hauteur en fait. Il y a deux trucs en fait. Il y a ce qu'on appelle au cinéma le foreshadowing, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comment tu vas annoncer un événement dans une scène précédente avant en fait qu'il arrive vraiment. Oui, le film s'ouvre sur la fausse mort d'Ilsa dans le désert, dans une scène d'action, ma foi, en fait, aussi problématique à mon sens, parce que qui est pas formidable. Mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il se félicite pas les choses, en fait. C'est-à-dire que McQuarrie dans cette scène, c'est dans le désert, c'est dans une tempête de sable. Et en gros, si tu veux, t'as plusieurs groupes de mercenaires qui sont aux trousses de Ilsa, plus le personnage d'Ethan Hunt qui veut la retrouver et la sauver. Et en l'occurrence, le truc qui se passe, c'est que donc t'as une fusillade sur lesquelles, comme c'est que des personnages enturbanés avec des lunettes sur la tronche, tu comprends pas qui est qui. Ouais. Voilà. Ce qui fait que normalement, un réalisateur expérimenté à ce moment-là, même si ça aurait pu paraître être une idée un peu ridicule, tu vois, il aurait clairement tagué les personnages importants en couleur, si tu veux, avec des couleurs spécifiques pour que en fait le spectateur un accessoire, n'importe quoi, exactement, un truc qui l'identifie évidemment. Et il aurait insisté sur ces points-là. Et c'est très étonnant qu'il l'ait pas fait d'ailleurs. Je me suis dit mais c'est tellement basique en fait comme idée. Pour moi c'est un vrai truc de réalisateur. Je pense que la problématique de McQuarrie c'est encore une fois hein, sans lui enlever plein de mérites qu'il a, et on va en parler. C'est-à-dire que en fait, le McQuarrie, c'est un scénariste avant tout. C'est quelqu'un qui, en fait, a commencé le métier comme ça, pense ses films comme ça. C'est à la fois les qualités de ses films et à la fois quand il est réalisateur les défauts. Et un script, par exemple, comme celui un script comme Valkyrie, par exemple, c'est un excellent script. C'est réalisé par Bryan Singer, c'est n'importe quoi le film, quoi. Mais sur le papier, quand tu regardais le film, tu te disais putain, si De Palma faisait le film, ça serait incroyable, quoi. C'est sûr. Et enfin, le De Palma en pleine possession de ses moyens. Donc là, la problématique en fait de cette scène, c'est qu'il y a ce premier problème-là. Il y a le foreshadowing sur la mort de Rebecca Ferguson. Voilà, sauf que en fait, dès la première scène, tu te rends compte qu'en fait, elle est vivante, qu'elle feinte en fait sa mort, et tu te dis, ça peut tout autant être un foreshadowing sur la suite, en fait, où elle feinte sa mort, en fait, dans celui-là. Donc, pour moi, et je vais te dire pourquoi je pense. Même pas pensé à ça. Je vais te dire pourquoi je pense à ça. C'est parce qu'en fait, je trouve que sa mort est non événementielle. Ah ouais, ça fait chier, quoi. Bah oui, et je pense, alors, comme tu le sais, il faut qu'on juge le film à ce qu'il est, et pas à l'orée de la suite qui arrive, mais. La problématique, c'est que je la trouve tellement... Finalement, il y a un moment dans le film moi, que je trouve que j'aime beaucoup. C'est ce moment où ils se retrouvent et en fait, ils se prennent la main en fait en allant quand ils sont à Venise, en allant justement à la soirée, quoi. Et ce petit moment-là, je me suis dit ah mais oui, c'est ça, ces personnages-là en fait. Ouais. Ces personnages-là, ils s'aiment, mais en même temps, ils sont pas forcément romantiquement, mais j'adore ce couple, il est super. Et il y a même un autre truc d'ailleurs qui est lié à ça. C'est que, mine de rien, moi je sais que quand je les ai vus tous réunis, et notamment avec ce plan qui était déjà dans la bande-annonce, là, où ils sont sur le bateau à Venise, j'ai eu un flash où je me suis dit, putain, je suis content de les voir réunis. Et ça m'a fait hyper bizarre de penser ça, parce que toi, tu parlais des défauts dont parlaient les gens là sur le premier. Moi, je me souviens que la vraie critique du premier, c'était de dire,
Mais Mission Impossible, c'est un film de groupe, et là, vous niez le groupe. Oui, bien sûr. Au profit, évidemment, de Tom Cruise. Et là, je me suis dit, mine de rien, McQuarrie, parce que je pense que c'est McQuarrie, un peu Abrams, parce que c'est Abrams quand même qui a vraiment initié ça, pour le coup, mais surtout McQuarrie, après, qui l'a renforcé, notamment avec Ilsa, mais pas seulement, avec le retour de Ving Rhames, par exemple, et tout. Et je pense que McQuarrie a réussi ça, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça y est, je suis content, c'est un groupe. Et Mission Impossible part de loin, en fait, à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Et je pense que Ilsa, dans le groupe, c'est celle qui ressort le plus, finalement. C'est sûr et certain. Moi, tant qu'on ne fait pas revenir Paula Patton, ça va pas. Bref. Mais moi, je trouve que justement, elle était hyper fadasse. Évidemment, mais elle est très belle, hein, évidemment, mais elle était hyper. Moi, j'aimais bien dans le film, en tout cas. Mais en tout cas, le truc, en tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que cette petite scène, en fait, qui est une petite scène intimiste, ça marche. Fonctionne beaucoup plus que finalement la mort, en fait, du personnage. Et je pense, en fait, que effectivement, je suis d'accord avec toi. La problématique de la scène, ce qui sauve la scène, on va dire, dans la ruelle avec Pomme Clémentieff, c'est qu'en fait, il est un peu brutal, Tom Cruise, et que du coup, il lui pète la tête contre les murs et tout ça. Donc c'est l'autre avantage du film, c'est que il réussit quand même à te poser de nouveaux personnages qui fonctionnent. Et moi, Pomme Clémentieff, en fait, c'est une actrice que j'aime pas trop, en fait. Même quand on retournait en France, là, dans Gardien de la Galaxie 2 et 3. Ouais, mais moi, je l'ai découverte dans la comédie là. C'était quoi je suis sûr qu'Alain, tu peux trouver ça sur Internet. J'ai oublié, mais c'était une comédie un peu vénère française et tout, dans lequel elle jouait. Et j'ai jamais aimé, en fait, moi, cette comédienne. Et en fait, au début, quand je la voyais surtout dans les affiches, je me dis, j'aime pas cette actrice, elle a un truc elle est très jolie, hein, par ailleurs, donc c'est vraiment un truc de comportement et tout. Et en fait, j'aime beaucoup son utilisation là-dedans, parce que elle marche, je trouve qu'elle fonctionne hyper bien, en fait. Et j'aime beaucoup, en fait, le retournement et tout, où j'ai été, et à mon grand étonnement, un tout petit peu ému, parce que, on spoil à fond, mais sur la scène de mort, en fait. J'étais un tout petit peu ému, alors pas énorme, j'ai pas lâché ma larme et tout, mais j'étais un tout petit peu ému, j'étais hyper étonné de ça, et je me suis dit, putain, elle est pas mal écrite, en fait, elle fonctionne aussi, en homme, enfin en femme de main, en l'occurrence du méchant, quoi, enfin de Desai Morales. Le truc, c'est que ce qui je pense aussi fonctionne là-dedans, à mon sens, hein. Il y a beaucoup de petites détails que ça qui fonctionne, c'est que en fait, le personnage de Tom Cruise, Ethan Hunt, en fait, a un code moral. Oui. Et qui était pas forcément aussi flagrant que ça, en fait, jusque-là. Et en fait, en gros, qui a un code moral, en fait, où il a une espèce de... Par exemple... moi, je trouve que c'est le premier film où je le sens vraiment. Ouais. Et tu te dis, en fait, c'est ça le truc avec ce personnage-là, c'est que il la rattrape parce que, en fait, lui-même, il est bon, en fait. Enfin, il ne veut pas tuer, quoi. Tout à coup, en fait, il y a aussi ce truc dans ce film, c'est que tu te dis, ils ont réfléchi à pourquoi c'est un héros, Ethan Hunt, au-delà du fait il est malin. Il a pas peur, et il fait toutes ses cascades. Et c'est Tom Cruise. Ouais. Et ça m'a. Je pense que c'est ça effectivement aussi qui m'a beaucoup touché dans le truc. Il a un le film du coup là. Les Kaira. Les Kaira, voilà, c'est ça. Il a un code moral. Il a un code moral en fait. Merde. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas terrible. J'aime pas du tout. Mais il a un code moral en fait qui lui permet dans les scènes d'action, si tu veux. En fait, malgré tout, prendre en considération, y compris les gens avec lesquels il se bat et les gens qui cherchent à avoir sa peau, quoi. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, en fait, ça vend effectivement ces personnages-là aussi, quoi. Après, moi, je dirais que, j'aime bien la scène de filature dans l'aéroport. Elle est au super. Début. Elle, je trouve surtout hyper bien montée. Ouais, en fait, tu vois, tu parlais justement, c'est ça qui me faisait un tout petit peu tiquer tout à l'heure, c'est que tu parlais des limites de McQuarrie. Moi, il m'a beaucoup surpris sur cette séquence. Je trouve que en fait, c'est une séquence qui est hyper compliquée, donc Tom Cruise doit faire une filature par le personnage de Elliot Wade, dont le nom m'échappe, mais et qui donc est une super voleuse, etc. Mais lui-même est filé par des agents de la CIA, en fait. Et il y a encore un autre personnage qui intervient. Donc ça, c'est la filature Tom Cruise. Donc vous avez déjà, c'est très compliqué dans un aéroport et la problématique des aéroports, c'est que tout se ressemble à chaque fois. Les ailes, c'est des répétitions. Et il y a un autre récit parallèle où tu as le Ving Rhames le personnage de Ving Rhames et le personnage de Simon Pegg qui se rendent compte que l'entité est en train de s'emparer de leurs outils informatiques alors que c'est des hackers de génie et que
Et ils se rendent compte d'une autre menace qui est qu'il y a une valise dans laquelle il y a une bombe qu'il va falloir désamorcer et c'est Simon Pegg qui va s'en occuper, mais il le cache pendant très longtemps au personnage de Tom Cruise. Donc c'est un bordel en fait quand tu es en train de l'expliquer comme ça. Et en fait, elle est hyper fluide. Et c'est hyper fluide, c'est hyper limpide, tu comprends tous les enjeux. Après, je pense que sur le papier, elle est très bien écrite. Ouais, ça c'est probablement. Voilà. Mais c'est super et en plus. Et parce qu'il connecte tout, c'est-à-dire qu'en fait, l'alerte à la bombe, en vérité, c'est l'entité qui a créé un leurre en fait. Et ça, c'est totalement dans la logique de Mission Impossible. Totalement. C'est-à-dire qu'en gros, je veux dire, t'as pas le masque, mais en gros, c'est l'entité qui met un masque et qui l'enlève. En fait, qui met un masque, la même logique, c'est pareil. T'as un vrai plaisir de. Parce que c'est un autre truc, moi, je trouve, dans les Missions Impossibles, quand ils sont réussis, c'est que t'alternes les moments où les personnages, ils sont juste malins, au moment où les personnages, ils sont malins à action. Et ça, c'est un truc où ils sont juste malins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc d'action. Il y a un peu de course de Tom Cruise parce qu'il faut bien qu'il nous montre qu'il sait toujours bien courir. À 60 ans. non, mais il est quand même hyper impressionnant. Faut pas déconner. Non, c'est vrai. Ouais. Mais bon, il y a quand même un truc il fait quelques trucs, on va pas dire le contraire. non, mais c'est indéniable. Mais donc, il y a cette scène de course et tout, mais sinon, il n'y a pas d'action. Il y a à peine les mecs qui finissent par sortir un peu des flingues ou des trucs comme ça, mais sinon, il n'y a pas ça. Et ça marche hyper bien. Tu comprends la frustration, c'est réjouissant parce que elle-même, le personnage de Hayley Atwell étant une voleuse. Grace. Pardon ? Grace, ça s'appelle. Grace, bien sûr, Grace. Elle fait plein d'entourloupes aussi qui sont réjouissantes et tout. Et t'as tout à coup ce personnage du grand méchant, enfin qui est pas le grand méchant en fait, mais qui est donc l'espèce de messie de cette entité qui apparaît et de façon assez glaçante en plus je trouve, où tout à coup, enfin ça marche hyper bien je trouve la façon qu'ils ont de le présenter et tout. Moi j'aime pas trop le truc du flashback pour l'instant, je vois pas trop ce que ça apporte dans le récit et tout, mais par contre cette présentation là elle est super. Surtout que la problématique du flashback, alors il y a plusieurs choses par rapport à l'entité, c'est-à-dire que en fait la problématique du flashback c'est que l'entité, c'est une intelligence artificielle. C'est un ennemi en fait invisible. Il est vaguement. Il y a un pouvoir presque divin. Enfin, voilà, il est vaguement représenté en fait par des espèces une espèce de bulle en fait, si tu veux, algorithmique en fait, avec des trucs qui apparaissent, puisque quand ils en font notamment... très peu avec ça, et heureusement d'ailleurs. Oui. Heureusement. Mais en fait, ça reste un truc. Voilà. Alors. Mon problème avec c'est un truc, juste pour revenir encore un tout petit peu là-dessus, Steph, sur l'entité, c'est là aussi où tu vois que Macquarie est quand même vraiment habile, c'est qu'elle est désincarnée au possible, en fait. C'est-à-dire qu'elle est effectivement, il y a des trucs de lumière, mais t'as l'impression que c'est presque un truc impressionniste. On te dit pas, c'est elle. C'est-à-dire que t'as pas Master P-Control dans Tron avec un visage et dans tous ces trucs de hacker avec une entité méchante et tout. Non mais ça peut paraître bête. Pour le Cobaye 2. Non mais même HAL. Dans tous ces trucs en fait, souvent l'entité est incarnée en fait. Il y a une personnification de l'entité. Alors, quand je dis incarné, c'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire que ça peut être effectivement un visage sur un ordinateur ou un programme et tout. Et donc là, effectivement, il y a ce vague petit truc, mais heureusement, il le met complètement à l'écart. Et finalement, c'est pas ce que tu retiens, je trouve, de l'entité. Ce que tu retiens de l'entité, c'est justement cette espèce de puissance qui est partout, mais que tu peux pas saisir parce qu'elle est d'office insaisissable. Sauf que justement, je trouve qu'en fait, je trouve qu'il y a une petite problématique d'écriture avec ce personnage-là. Ah ouais, en fait, pour cette raison spécifique, c'est que je trouve qu'ils vont pas assez loin. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, moi, tu as dans toute la scène en fait à Venise dont tu parlais d'action. T'as parlé effectivement de la rencontre sur le pont, t'as parlé en fait de la petite scène d'action dans la ruelle et tout, mais moi il y a un truc que je trouve super, c'est en fait parce que ça joue avec les conventions de Mission Impossible, c'est-à-dire que Mission Impossible c'est Tom Cruise qui court et on lui parle dans l'oreillette et tu vas à gauche, tu vas à droite, etc. et d'un seul coup l'IA en fait se met à personnifier Benji et en fait prend le contrôle et dit à Tom Cruise allez bouge, va-t'en, etc. Et le truc si tu veux c'est que là il y a un acte, enfin pour moi il y a un rendez-vous manqué à ce moment-là. Ils ne tiennent pas jusqu'au bout, ça. C'est qu'ils le font une fois, vraiment. Tu vois et tu te dis, ah, c'est cool. Et d'un seul coup, en fait, Tom Cruise, il est littéralement, pour la première fois, face à face avec l'entité qui lui parle. Et ça s'arrête là. En fait, l'entité lui dit juste, bah, en fait, je t'ai envoyé à l'autre bout de la ville, donc en fait, démerde-toi. Et en fait, normalement, moi, j'aurais aimé te dire, mais ok, c'est quoi tes motivations ? Genre, tu sais, si t'as le contrôle, qu'est-ce que tu veux faire exactement ? Qui tu es, tu vois ? Moi, je suis content qu'elle ait pas de voix non plus. C'est-à-dire que, en fait, non, la voix de Benji, un peu façon TikTok. Oui, c'est ça. Non, mais moi, alors, je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que là où j'ai eu un problème, c'est que je me suis dit. Là, pour moi, le rendez-vous manqué, il est ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu te dis, d'accord, donc ils ont plus de matos, en fait. C'est fini et ils vont full,
Mais ça, c'est le principe de Mission à la Impossible. Predator, quoi. Ils vont travailler dans le dur, ils ont plus de matériel électronique. Il y avait un truc, il y a un truc en plus qui me semblait concorder avec le discours de Tom Cruise qui dit « Je fais toutes mes cascades moi-même, les mecs. » Et je me dis « Mais il n'y a plus de matos. Benji, il est là, mais il est obligé d'agir avec un marteau, un tournevis. Il n'a plus d'ordinateur. Sauf que ça, c'est le principe du 4, déjà. Sauf que pas comme ça, pas jusqu'au bout. Et en fait, tu vois, dans toute la scène finale, il a encore une oreillette, et l'autre, il a encore accès à un GPS, et machin et tout. Et je me suis dit, merde, non, en fait, c'est con, vous avez loupé un truc. Mais c'est surtout, moi, en fait, ma problématique, c'est que du coup, je trouve qu'il y a un manque de motivation qui est lié à l'IA, si tu veux. Moi, ça me gêne pas du tout. Ça t'a manqué, toi ? Ça m'a manqué parce qu'en fait, tu présentes un ennemi qui est en fait, quand tu... Elle a pas de motivation, c'est ça qui est génial. Alors, si elle en a une. Moi, j'ai remarqué un truc, en fait, c'est que l'IA, sa volonté, elle a peur de Ethan Hunt parce qu'elle sait que Ethan Hunt, c'est le seul personnage qu'elle peut pas... 3 fois. Oui, ils le disent 3 fois. Je suis d'accord. Et en fait, elle fait tout pour l'éloigner et pour s'en débarrasser. Ouais. D'accord, d'où l'intérêt d'avoir Gabriel dans sa poche, parce que Gabriel, c'est son némésis absolu. La motivation humaine, c'est Gabriel. C'est ça. Mais l'IA, en dehors de ça, parce qu'elle se dit, bon, c'est le seul qui peut finalement me m'annihiler, en dehors de ça, elle n'a pas à avoir de motivation, et c'est ça que j'aime. Et si ça se trouve, Alain est une IA. Non, alors tu sais, tu rigoles, mais alors en fait, on avait une conversation, moi, à un moment donné, après le film, je lui ai dit, en fait, l'IA, c'est le scénariste. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a ce moment en fait, où il l'amène à la mort d'Ilsa pour motiver, en gros, si tu veux. Voilà, moi, je trouve que c'est pas très bien pensé parce que deux choses l'une. C'est-à-dire que tu disais, bon, c'est un film qui fait 2h46, je me suis pas fait chier, c'est relativement vrai, tu vois. C'est bien rythmé, tout ça, etc. Pour autant, t'as envie de dire, ok, mais en fait, il a besoin de combien de motivation, en fait, pour buter Gabriel, en gros, Tom Cruise? Parce que, fondamentalement, il est à l'origine du crime initial, si tu veux, qui est un de ces trucs qu'on te rajoute. Alors ça fait 30 ans que ça existe, mais en fait on t'en a jamais parlé. Ça, j'aime pas. Voilà. Aussi, ouais. Alors il est pas très, il va très vite là-dessus. Hein. Mais pour moi c'est déjà une motivation suffisante normalement, tu vois. Sauf qu'en fait le mec, en fait il remet le couvert, il fait tuer Ilsa, ce qui fait que pour l'IA, en fait, l'IA se dit, c'est une motivation supplémentaire pour toi, tu vois. Et t'as envie de dire, ok, mais en fait, tu veux quoi exactement? Tu veux l'éloigner ou tu veux qu'il bute ton bras droit? Enfin, comment ça marche? Donc le truc, si tu veux, c'est que moi, je lui disais, en fait, c'est le scénariste et moi, c'est ma problématique avec l'IA. C'est-à-dire que moi, l'IA, pour moi, je pense que c'est telle qu'elle est utilisée au cinéma, etc. Elle démontre, en fait, non pas, pour le coup, les limites de scénariste, mais les limites de l'intelligence, en fait, de celui qui fait le film, qui écrit le film, tu vois, suivant le potentiel. Pour moi, l'IA, pour l'instant, tout ça, c'est que c'est plus trop de la prospective, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que pendant longtemps, c'est ce que ça a été. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que, en gros, c'est soit tu le prends pour ce que c'est, tu vois, et tu vas pas plus loin. Et moi, il y a plein de films, en fait, qui me posent problème là-dedans, par exemple, Ex Machina, ou ce genre de choses où tu te dis, mais en fait, ça va pas très loin, tu vois. Soit tu pars dans un trip philosophique. Je suis pas d'accord sur Ex Machina. Non, tu pars sur un trip philosophique à la heure, tu vois, en fait, où d'un seul coup, on se dit, mais si l'IA est capable, en fait, d'apprendre par elle-même et qu'elle n'a pas en fait le poids physique, qu'elle n'a pas le truc qu'il a comment dire, en fait elle peut tout savoir. Elle peut être totalement omnisciente parce qu'elle a le savoir mondial, elle a le savoir universel en fait, tu vois. Et c'est totalement philosophique. On t'explique pas comment ça fonctionne, c'est juste que ça fonctionne. Ouais. Tu vois, tu le sais parce que c'est le principe de l'IA. D'ailleurs, l'IA, c'est très mal nommé, ça n'existe pas. Il y a le livre du créateur de Siri, là, qui est un homme passionnant, là, qui a écrit ça, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est un trope scénaristique qui, là-dessus, conduit à ça. Et là, en plus, qui s'encombre, je trouve, dans Dead Reckoning, d'un autre truc qui est sur... elle est capable de faire... En gros, elle a un pouvoir divinatoire, c'est-à-dire qu'elle fait des telles prospections. Utilisez-le, putain, ce pouvoir-là. Oui, parce que pour moi, c'est vrai que c'est une déception. Pour moi, c'est ça le problème, c'est que vous l'utilisez. On parle des qualités, putain, on n'a pas parlé des qualités. Non, mais attends, on va y revenir. Mais c'est pas très grave. C'est vrai que ça fait chier. Pour moi, alors là, je rentre dans le délire de j'aurais préféré voir ça plutôt que de ce que j'ai eu, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait si on m'avait proposé ce projet, tu vois, mais ce qui n'arriverait jamais. Mais bon, voilà. Cruz, si tu nous entends. Si tu nous entends, voilà, tu vois. Non, mais après, voilà, il y a cette problématique. C'est tu fais les 2 derniers films, tu vois. On te dit, en gros, c'est pas compliqué. Si ce truc, il prend le pouvoir, si tu veux, c'est la fin du monde, en fait. Tu vois, comme toujours, hein, dans Mission Impossible, c'est la fin du monde. Mais là, c'est la fin du monde, tu vois. Et le truc, c'est que tu te dis, terminé sur ça. Elle a pris le pouvoir. Et en fait, la suite, c'est comment on va faire pour reprendre le pouvoir de notre côté, tu vois.
nous les humains, nous Tom Cruise. Alors là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord parce que en fait et je pense que ça aurait fait un cliffhanger de malade, tu vois. Et t'aurais pu un tout petit peu dévier, si tu veux, en pseudo-apo, post-apo, tu vois, si tu veux, en fait, tout relatif, hein, tu vois, de comment dire, bien sûr. Et traiter quand même tout un tas d'éléments en fait importants aujourd'hui dans ton idée. Et Tom Cruise, pour ça, essaye de réfléchir avant d'acheter l'idée de Stéphane Massaguet. Non, mais si vous êtes dans les scénarios, je suis pas la WGA, moi, hein, je peux écrire sur. Non, mais il y a un truc, en fait, moi, il y a un truc que j'adore, en fait, aussi dans cet antagoniste et dans les enjeux, c'est que la problématique de Ethan Hunt, et c'est aussi ce qui fait pour moi de lui un héros, c'est pas l'IA en soi. La problématique d'Ethan Hunt, c'est que son gouvernement ne s'accapare pas l'IA. Autrement dit, sa problématique à lui, c'est que un pouvoir aussi phénoménal ne soit pas aux mains d'un seul pays. Et j'adore en fait cette idée-là. J'adore l'idée que finalement le personnage se batte, parce que c'est rare, surtout dans le cinéma d'action, se battre non pas pour un pays, non pas pour une idéologie, mais pour la pluralité, en gros, du monde et des idéologies et tout. Enfin, en tout cas, bien commun. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Pour le bien commun, ouais. Faut pas se méfier du bien commun, Julien. Et non, mais je trouve que c'est. Non, mais. Je trouve que c'est une belle idée, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que c'est ça, en fait, l'enjeu du truc, quoi. Et j'aime beaucoup, en fait, cette idée-là. Il a toujours frôlé un peu avec ça, hein, Tom Cruise, surtout dans les Missions Impossibles et tout. Mais là, disons qu'il le pousse de façon hyper radicale sur, en plus, et c'est le truc qui est hyper malin, parce que moi, je reviens aussi au public et tout, sur un truc qui est aujourd'hui, qui existe depuis des années, hein, ce qu'on appelle les IA, mais tous les générateurs de voix, d'images, de tout ce que tu veux. Je préfère le terme générateur que IA, mais bon. Et qui est très tangible en fait pour les gens. Donc c'est là aussi où je me dis, mais ça a marché du feu de Dieu, parce que tout le monde est au courant de ChatGPT et tout le monde est émerveillé ou s'est fait duper par Midjourney et tout. Donc que le film aussi utilise ça de cette façon-là aujourd'hui, je trouve ça hyper malin. Il tombe pile poil. Le truc super malin. C'est qu'en tout cas, bon, un film qui a été lancé il y a 3 ans. Ouais. Blague à part sur parce que ils ont commencé à tourner en 2020. Mais blague à part en fait c'est surtout moi le truc me venait par la mise en place en fait, si tu veux, t'as quand même une longue scène au début de bureau là. Ouais. Pas hyper passionnante, hein, faut le reconnaître, tu vois. Et en fait la problématique de cette scène, c'est qu'en fait il t'explique clairement ce que c'est. Si tu veux, cette entité, il l'appelle l'entité. Et en gros, si tu veux, en expliquant ce que c'est cette entité, du coup, il y a un peu cette notion de, bah voilà, c'est la fin, le destructeur du monde, quoi. Et en fait, c'est un changement radical de nos sociétés. Voilà. Et comme on sait qu'on est quand même à la limite de ça en ce moment, en fait, dans notre comment dire, et qu'il y a beaucoup d'éléments qui se battent pour que ça n'arrive pas, en fait, si tu veux, et qu'en même temps, on y va, quoi. On a un changement de paradigme violent. Total. Et en fait, le truc, c'est que du coup, je me disais, en fait, si le film le visualisait, ça aurait été comment dire, d'autant plus fort. Là, la problématique, c'est qu'il le faut pas. C'est Alain s'est penché vers moi, il me dit, en fait, l'IA, c'est Netflix. Tu vois, et Tom Cruise il se bat contre Netflix, et moi je lui dis ouais bon, tu vois, je veux dire, je pense qu'il se bat en fait contre un encore une fois, je pense mais c'est le truc des scientos en fait. Alors, je vais pas aller jusque là et tout, mais je pense qu'il y a dans les scientos, il y a ça en fait, de ce que je connais des scientos. Il y a ce truc où tu te sublimes pour briser. Vous avez vu Battlefield Earth, on n'a pas encore fait d'astéroïdes aussi, mais c'est difficile. Les tétans. Et voilà, et c'est ça en fait. Et donc je pense qu'il y a un truc pour libérer qui est plus global que ça. Ouais. Évidemment, tu peux englober Netflix. Non, évidemment, tu peux englober la mainmise des gouvernements, TikTok. Le machin, TikTok. J'en sais rien. Mais... Moi, je veux juste préciser ma dramaturgiquement, ça marche trop bien. Mais oui, je suis complètement d'accord. Mais effectivement, tu as Tom Cruise qui se présente comme un fervent défenseur de la salle, face justement à Netflix, qui était le grand débat il y a 3 ans avant et pendant le Covid. Ouais, bien sûr. Est-ce que Netflix va remplacer la salle ? Et là, tu as Tom Cruise qui se met en scène pour être ça. Et je dirais même c'est Netflix et les algorithmes, parce que tu as cette entité effectivement qui a même une capacité de prédiction. Comme Netflix, c'était son argument de vente quand c'est arrivé en France, c'était Netflix peut prédire vos goûts, il suffit de lui dire ce que vous aimez pas. Ouais, mais bon, publicité contre publicité. Oui, bien sûr. Mais je veux dire ça, en fait, pour moi, c'est une manière. J'y vois pas non plus une grande intention, etc. Mais c'est une façon amusée de me dire effectivement. Tu peux lire le film comme ça, c'est indéniable. C'est une façon amusante de voir ça. Les plateformes, par essence, se sont construites sur les IA. Là où de YouTube, c'est pareil. C'est clairement.
alors là où le cinéma se sert des IA, mais mais pas une construction, c'est une extension, c'est un outil, c'est ce que tu veux, mais c'est pas la base, c'est pas la fondation, mais effectivement, t'as tout à fait raison. Je pense que ce serait la volonté, on va dire, je pisserais pas très loin en fait, on va dire, avec ce genre de thématique-là, mais le truc, si tu veux, c'est que ce serait purement contextuel. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc on a parlé de la filature, faut qu'on parle de la putain de poursuite à Rome, quoi. Moi, j'ai pris un panard là-dessus et sur le train à la fin, mais c'est exaltant, c'est super réjouissant, tout à fait. Quand tu fais des comme ça, elle est géniale quand même cette scène. Alors déjà, moi j'aime beaucoup tout ce qui se passe en fait à Rome en fait. J'aime beaucoup aussi toute la scène avant, la scène avec avec les forces de l'ordre italiennes, tout le truc avec toute la mise en place en fait de la scène d'action, je la trouve super, et la scène d'action elle est quand même réjouissante. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors, moi ce que j'adore en fait dans cette scène, c'est moi j'adore en fait surtout dans les scènes de poursuite en caisse, quand visuellement ça correspond à l'attitude des personnages. En l'occurrence, il y a plein de trucs en fait, c'est que ils te relancent l'action parce qu'ils changent de voiture et de véhicule plusieurs fois, et au final ils arrivent donc avec cette espèce de mini, c'est pas une mini, c'est une Fiat 500. C'est une Fiat 500, c'est ça. Oui, jaune, pimpé quoi. À la Lupin 3 en plus, tu peux pas t'empêcher de penser à Lupin. C'est un truc que j'aimerais qu'on parle, c'est les références. Mais moi je pense qu'il y a, effectivement, moi je me suis dit quand j'ai vu cette scène là, et je pense que beaucoup de gens se le disent, c'est pas possible qu'ils connaissent pas le château de Cagliostro, Tom Cruise et McQuarrie, c'est pas possible. Quand tu connais en plus la cinéphilie de Tom Cruise, c'est surtout qu'en plus ils se permettent des gags en fait, des gags de dessins animés, c'est-à-dire que de films d'animation, c'est-à-dire que t'as ce moment. Alors moi je trouve que le seul truc, c'est parce que tu vois, on l'a vu dans une salle où ça rigolait pas à ce moment-là, tu vois, alors que la scène est vraiment drôle, en fait, si tu veux, c'est que en fait, t'as ce moment où la bagnole elle fait un tour comme ça, et en fait, alors, il y a plusieurs trucs en fait. Déjà, il y a une idée qui est super, c'est qu'ils sont attachés l'un à l'autre, et qu'en fait, aucune idée relativement classique de cinéma d'action. Peut-être, mais en fait, si tu veux, en gros, c'est des idées où t'es obligé en fait de prendre en compte une certaine façon de faire, tu vois, qui crée des problématiques. C'est ce qu'il en fait qui est super. Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a ce truc où ils sont attachés, et puis il y a ce moment en fait, si tu veux, où la bagnole, ce qui est un moment totalement impossible. En fait, c'est pour ça que je dis c'est un truc d'une idée de cinéma d'animation, quoi. C'est qu'en fait, la bagnole fait le tour, et en fait. Quand ils finissent par arriver en bas des escaliers, ils sont inversés en fait, l'un a pris la place de l'autre en fait dans la voiture, et ils sont là, mais ils ont un temps d'arrêt, genre mais comment est-ce que c'est possible, tu vois, on l'a même pas senti quoi. Ça marche trop bien. Et ça marche parce que c'est du pur cinéma, c'est-à-dire qu'en fait en gros voilà, il y a ce truc là, donc moi ça m'a fait marrer. Il y avait ce moment-là. Et c'est surtout que c'est les personnages, c'est-à-dire que c'est la cible, ce sont les gens à battre, ils sont jaunes, tout le monde les voit, tu peux pas les louper, mais en même temps ils sont petits, ils sont malins. Alors que la petite souris. Et alors que le personnage de Pom Clementieff, elle est au volant d'une espèce de Hummer, de Hummer, c'est un Hummer, je sais même pas. Ouais, enfin un tank quoi. Un truc monstrueux là. Et elle défonce tout en rigolant et tout. Moi, j'adore. En fait, elle défonce un moment plein de scooters là. Et elle est comme ça, elle est en train de rigoler parce qu'elle défonce les scooters. J'adore en fait. C'est-à-dire que les personnages sont hyper nourris en fait par toute cette séquence. C'est ça qui est tout à fait. Et en fait, il y a ce truc aussi de Mexican standoff à un moment donné avec les bagnoles, tu vois, en fait, où ils se retrouvent au milieu où ils sont coincés en fait. Et t'as ce truc qui révèle aussi encore une fois quelle barbouze a le droit, en fait, quels sont les ordres des barbouzes, parce que t'as l'autre, en fait, tu dis bon là ça fait je sais pas combien de temps qu'il tire, puis là d'un seul coup ils disent mais en fait si je tire la balle elle arrive. Donc je tue Tom Cruise et je tue en fait donc en fait j'ai pas le droit, c'est pas dans mes ordres, donc il est obligé de, tu vois, et en fait c'est surtout qu'il y a l'échange de regards avec Tom Cruise quoi à ce moment-là, et que Tom Cruise aussi et ça crée ça donne en fait ça donne un petit peu de consistance, je trouve, à ces hommes de main en fait, si tu veux. Et je trouve que d'ailleurs on a parlé des personnages secondaires, d'ailleurs on les a zappés, mais moi je trouve qu'il marche du feu de Dieu, lui avec sa coupe en brosse, tu l'identifies tout de suite, tu te dis c'est un peu le bon con mais en même temps le bon serviteur et tout, il marche hyper bien et tout, et à chaque fois qu'il arrive je comprends le personnage, je sais pourquoi il agit comme ça. Ils ont des conversations même philosophiques sur l'entité justement, en fait. Qu'est-ce que t'en ferais si tu l'avais entre les mains, bien. Bah ouais, bien sûr, et ça marche super bien. Bon bref, on retourne sur la séquence d'action. Voilà. Donc t'as ce truc là. Après comment dire, je trouve elle renvoie un petit peu à la séquence de la moto dans le 5 dans Rogue Nation, en fait. Elle a un petit peu ce type de sauf que c'est un univers urbain.
C'est ce qui n'était pas le cas en fait dans Rogue Nation où très vite en fait tu partais dans la pampa, donc ça change quand même beaucoup de choses quoi. Donc tu joues aussi beaucoup sur l'accident urbain, sur les marches d'escalier, sur l'étroitesse des rues romaines, sur tous ces jusqu'à la fin avec le métro en fait. Donc en fait c'est ça aussi que j'adore en fait parce que ça fait partie du côté réjouissant en fait du film. Il y a un autre truc en fait dans cette scène de Rome, il faut quand même parler du truc, c'est qu'elle arrive 1 mois, 2 mois après Fast and Furious 10 où c'était la meilleure scène de Fast and Furious 10 à mon sens d'action. Et ça on en a pas parlé. Ça lui met à l'amende quand même. Hein. Non, mais après, tu vois deux façons. Enfin, moi j'aime beaucoup encore la phase de phase 10, la scène de phase 10 avec la grosse boule. Mais tu vois la différence en fait de trucs. Tu vois le truc de bourrin total où il se dit je vais faire du cartoon à mort quoi. C'est du bourrin. Cartoonesque, et là tu vois le truc d'un mec qui réfléchit et qui a quand même des personnages à défendre quoi, ce qui est pas vraiment le cas. Non mais je pense que après on parle de 2 franchises qui sont diamétralement opposées. Oui mais justement c'est hyper intéressant parce que tu pourrais te dire c'est ton sur ton. Moi je pense que eux ils sont quand même un peu dégoûtés et les uns et les autres de se dire on sort 2 gros blockbusters d'action qui sortent à aussi peu d'intervalle, qui ont tous les deux une scène d'action de poursuite. C'est un truc qui arrivait, c'est vachement intéressant en fait de comparer les deux quoi. Là où c'est intéressant de comparer les deux si tu veux, c'est qu'il y a aussi cette espèce de truc que c'est un truc qui arrivait quand même régulièrement à une époque à Hollywood. C'est-à-dire que moi je me rappelle l'été 2003, il y a 20 ans donc, tu vois, où tu avais 3 poursuites sur l'autoroute dans 3 blockbusters majeurs, tu vois, à une époque où il y avait moins de blockbusters qu'aujourd'hui, tu vois, et c'était Bad Boys 2, c'était Terminator 3 et évidemment Matrix Reloaded quoi. Et en gros bon tu vois je veux dire, et en fait en plus chacune de ces scènes elles avaient leur mérite en fait propre quoi. Mais c'est hyper intéressant, tu vois, tu pourrais presque faire une étude comparée. Un travail universitaire, tu sais, les études comparées entre deux tropes par exemple de narration et tout. Mais je trouve que là il faudrait faire une vidéo de stéroïdes Stéphane avec une étude comparée entre ces 2 scènes parce que c'est hyper intéressant. Moi je préfère nettement Mission Impossible, mais c'est hyper intéressant en fait de voir ces 2 trucs en fait comment elle se tire la bourre en fait là-dessus quoi. Bref. Voilà, après il y en a une qui a été faite parce qu'on le sait comment Fast X a été fait hein. Il a été fait à l'arrache et tout, et le terrier il s'est pointé sur le plateau 5 jours après le début du tournage en gros quoi. Et encore une fois je trouve que le fait qu'il y ait des personnages dans l'une et pas dans l'autre, parce que dans Phase 10 tu peux rigoler, il peut te faire rigoler, bouliner, mais c'est plus des personnages pour moi, ces personnages, ces trucs là quoi. Et encore enfin pour le coup c'est un des trucs qu'il a essayé de faire revenir mais un peu, mais je sais, mais ça n'a rien à voir. Et là pour le coup ils sont vraiment, je trouve, au cœur de la dramaturgie de la scène quoi. Mais totalement, mais après moi je pense que c'est vraiment en fait la problématique, c'est que ça je pense dans l'esprit du public c'est 2 blockbusters, les mecs payent le même somme pour aller voir en fait les mêmes films et avoir le même entre guillemets dose de spectacle, tu vois, mais la réalité c'est que en fait c'est 2 projets mais qui sont tellement différents pour moi que oui il y a cette il y a l'ego trip, la star, ce point commun. Non mais bien sûr, mais ça je pense que ça participe de tout ce qu'est Hollywood. Et en fait le truc c'est que tu pourrais le dire avec un Clint Eastwood aussi à la fin, tu vois. Le truc c'est que pour moi en fait déjà je suis pas sûr que ce soit la meilleure scène de Fast X, mais moi à la fin bourrin pour bourrin, je pense que quand tu fais surfer une bagnole en fait sur le barrage, si tu veux, en faisant une avalanche de feu, et avec des plans en fait de caméra, avec des plans de caméra qui, tu vois, mais avec des plans de caméra qui t'as l'impression qu'il va rentrer dans le trou de balle de Vin Diesel quoi à un moment donné, tu vois. Tu te dis bon là tu vois, franchement mon petit cœur de comment t'appelles ça de veau là, en fait, il fait bon allez je capitule, c'est fini, tu vois. Voilà. Donc il y a ça, et puis il faut quand même qu'on parle du train, quoi, du cette piste finale, parce qu'on a beaucoup parlé de Venise, donc à moins que tu veuilles aborder d'autres choses avant. Non, et le train c'est important parce que c'est quasiment la dernière heure du film. Hein. Ah ouais, c'est clair, c'est énorme. Voilà. Et d'ailleurs il y a 2 choses en fait, c'est-à-dire qu'il y a 2 points. T'as la cascade, c'est-à-dire celle où il arrive en fait, qui est la fameuse cascade qu'il a survendue, voilà, qui moi je trouve en fait fonctionne pour une raison assez simple finalement, c'est que étrangement ce n'est pas le saut. C'est ce qui se passe après. C'est le fait qu'en fait, il utilise le parachute et que tu vois Tom Cruise en fait là-dedans et tu dis ouais, là je te crois que t'as fait la cascade. En fait, il y a 2 trucs là-dedans. Moi, je trouve c'est effectivement le plan, surtout ce plan de parachute où il le déplie, où il se retrouve projeté parce que le mec qui filme n'a pas déployé son parachute encore, et qui a un plan effectivement très impressionnant. Et il y a surtout cet autre plan où il parle à Benji et il a le visage complètement déformé par le vent, et qui a un plan hyper marquant en fait où tu te dis donc il est vraiment là. Et c'est surtout il joue avec enfin
imaginant qu'il y a Simon Pegg, il joue bien Tom Cruise, Mais alors qu'il est dans le bordel. Quoi, c'est là où tu te dis, c'est là où tu te dis, c'est la distinction, je trouve, en fait, c'est que le saut en soi est sympa. Mais en fait, c'est un peu bouffé par le numérique, je trouve. Ouais, en fait. mais parce que voilà. C'est-à-dire que je trouve que la roche numérique, et je crois que c'est ILM en plus qui l'a fait ce truc-là, mais la roche numérique sur laquelle il saute, qui cache donc la rampe que vous avez tous vue, j'imagine, parce qu'elle a été montrée sur le truc, elle est pas hyper bien en fait, et bon, c'est simple, c'est pas désagréable du tout à voir. Hein. Mais c'est la distinction. Pour moi, c'est la distinction en fait quand tu regardes par exemple la scène où il grimpe le Burj Khalifa. Tu vois, au-delà, c'est impressionnant. Et c'est impressionnant de le voir lui faire ça. Parce qu'en fait, il y a un truc de réalisation aussi autour de ça qui là manque un petit peu. Ce qui fait qu'en fait, si tu veux, je dirais qu'il y a 2 points inversés. C'est que, en fait, dans un Mission Impossible 4, Brad Bird, en fait, arrive totalement à mettre en scène et à utiliser l'idée que Tom Cruise fait ces cascades-là. Alors que là, en fait, si tu veux, c'est Tom Cruise qui sert le film plus que le film ne sert Tom Cruise à ce moment-là. Ouais, et du coup, c'est la distinction entre les deux. Mais, ceci étant dit, il y a quand même ces plans dont on a parlé, qui sont assez impressionnants et tout. Carrément. Où tu te dis, ouais, là pour moi le premier, je chie sur l'idée qu'en fait il a essayé de faire croire qu'il a fait cette cascade 13 000 fois et patati et patata, tu vois, parce que c'est toute la promo dans laquelle il va. En fait, c'est que la réalité de la situation il l'a fait, a donné des idées de plan en fait. C'est-à-dire que je pense que dans l'absolu, toutes ces images-là, c'est-à-dire que son visage était aussi vachement déformé dans le premier Mission Impossible quand ils étaient sur le TGV, alors que tout était tourné sur fond bleu et c'était pas gênant. Mais le truc, c'est que avec des turbines énormes. C'est l'idée en fait de ce qui me plaît en fait dans le truc, c'est l'idée, la dynamique du truc. Parce que du coup tu comprends comment c'est violent en fait de déployer un parachute. Mais je l'ai jamais fait, j'ai pas du tout envie de le faire. Et c'est pareil avec le truc, c'est qu'il joue avec ce truc là. En fait du coup c'est ça qui me fonctionne en fait dans la scène. Voilà. Et après sur le train c'est inégal, hein, il y a des trucs qui fonctionnent plus ou moins. Il y a un petit truc avant les scènes d'action que j'adore moi, c'est Vanessa Kirby qui est aussi une autre actrice que je trouve super bien en fait. Et ça avait été une déception dans Fallout parce que moi je l'attendais en fait, j'attendais de voir. Alors que tu l'as adoré dans Hobbs & Shaw. Ouais, bon, non. Et là, en fait, elle joue donc elle est Atwell qui porte son truc. Qu'est-ce qu'elle joue bien quand même, quelle super actrice elle aussi. Quoi. Elle est vraiment géniale quoi, parce que elle joue donc la veuve blanche, c'est ça je crois son surnom. Et donc elle a toujours ce truc hyper glacial où elle joue vraiment, et elle a une tête qui correspond parfaitement à ça, je trouve, avec ses grands yeux. Elle a un visage, elle est aussi magnifique, mais elle a quand même un visage très atypique, Vanessa Kirby quoi. Et là elle fait un peu la meuf un peu merdeuse là. Parce qu'en fait elle le joue par le biais du personnage de Grace, puisqu'en fait elle porte un masque quoi. Mais elle est putain, ça aussi tu vois, ça fait partie des petits trucs qui sont vraiment agréables à voir dans le film. En fait, t'as, je pense, une utilisation de l'humour dans celui-là qui est beaucoup plus, comment dire, intradiégétique en fait. Voilà, voilà, c'est pas. C'est-à-dire, c'est pas des clins d'œil en fait. Non, mais c'est pas au niveau de. Alors, c'est pas tout à fait non plus au niveau de Brad Bird, évidemment, tu vois. Non. Parce que Brad Bird, il arrive à te faire des vraies séquences comiques en fait avec par la science de gadgets, et puis son découpage et tout ça, etc. Là, en gros, si tu veux, c'est des petits Deus Ex Machina, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, elle est braquée, elle s'est fait avoir, et puis t'as Tom Cruise qui rentre qui défonce le wagon, tu vois, et qui voilà. Mais c'est un Deus Ex Machina. Complètement. Sur le papier. Mais sauf que c'est là aussi que tu vois. Côté cartoon. Ouais, mais tu vois que McQuarrie est un bon écrivain quand même. C'est-à-dire que le mec sait que là, il peut se permettre ça. Et ça marche. Et que ça marche. C'est-à-dire que tu te dis pas, putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui. Non, ça marche. C'est-à-dire que tu as fait suffisamment souffrir tes héros et tu as suffisamment montré leur valeur auparavant pour que tu puisses accepter qu'ils aient ce coup de chance en fait monstrueux à ce moment-là. Et tu dis ok, c'est bon, je l'achète. Ça marche. Et en plus, le gag est suffisamment payant pour que tu passes l'éponge là-dessus. Et il amène en fait la dernière partie de la scène d'action. C'est-à-dire avant d'arriver à la dernière partie de la scène d'action, il y a tout ce moment sur le toit. Comment dire, inégal pour le coup. Qui est inégal. Alors déjà parce que tu sens un petit peu les transparences, en fait, ça c'est le premier point. Tu veux pas les transparences, les incrustes, les incrustes et tout. Tu vois la différence de tessiture de lumière. Voilà. Et ensuite, il y a le truc qui est bien, on en revient à cette idée, c'est ce que je disais en fait sur le code moral du personnage, c'est que par exemple, en fait, on arrive à un point de culmination en fait où en gros si tu veux tous les barbouz qui lui courent derrière en fait finissent par attraper Tom Cruise. Tu te dis ok, ça va se jouer comment humainement en fait si tu es avec ces personnages là, et quand t'as justement en fait des moments où
où il manque de se prendre comment dire, un panneau dans la gueule ou un truc comme ça. T'as Tom Cruise qui les attrape et en fait qui les baisse avec eux. Il pourrait se débarrasser d'eux comme ça. Mais ça marche. Et dans n'importe quel film d'action avec Schwarzenegger, n'importe qui, ça aurait été fait comme ça. Mais là, en l'occurrence, si tu veux, justement, en fait, lui, c'est non, vous êtes des humains. Et vous allez peut-être m'arrêter tout de suite, mais j'ai pas l'impression que c'était à ce point-là. Je reviens encore là-dessus sur la conception des Defendant. J'ai pas l'impression que c'était à ce point-là souligné sur les précédents. J'ai pas souvenir en fait d'un des épisodes qui à ce point-là souligné le truc. Dans son humanité. Ouais. J'ai pas l'impression quoi. Et c'est vrai que ça fait, c'est vraiment bien. Et après le film démarre sur le principe de Zanon qu'on avait déjà à la fin de Ghost Protocol, qui est que je travaille pour mes proches, je protège mes proches. Oui, mais c'est pas pareil là. Pour le coup, il l'incarne vraiment. Ouais. Ce qui était amené par J.J. Abrams, pour le coup, le côté c'est ma famille, c'est les miens, je me les protège. Et ce côté code moral dont parle Steph en fait depuis tout à l'heure et dont on a déjà parlé sur la Constitution de Fanon, je mets juste une petite bille sur un truc qu'on a déjà évoqué, mais je trouve qu'on a vraiment ça nourrit le personnage et ça participe à la réussite du film. Et pour le truc sur le toit du train, moi je suis d'accord, hein, c'est pas la meilleure scène du film, loin s'en faut. C'est pareil, je trouve que c'est pas déshonorant, c'est pas un truc qui m'a fait sortir, mais c'est pas un truc que je retiens. Mais il y a quand même un truc que j'aime beaucoup, qui est cette scène où ils sont sous le tunnel, qui est hyper proche en fait du machin. Ouais. Tu l'as déjà vu à peu près ça dans Speed par exemple ou des trucs comme ça, mais à ce point-là en fait où ils sont obligés et il y a une espèce de combat au couteau qui commence à commencer. Alors c'est pareil, Macquarie étant Macquarie, il le pousse pas au pinacle comme aurait pu le pousser, ça manque d'un petit payoff en fait, ce petit truc là, il y a un petit truc où tu te dis t'aurais pu pousser un tout petit peu plus, mais c'est cool déjà, elle est sympa, c'est sympa quoi. Donc t'as le crash du train après, c'est-à-dire voilà. Et donc, là on arrive en fait avec les wagons qui commencent à se détacher, etc., et les trucs qui tombent et tout, et t'as ce plan qu'on voit dans la bande-annonce, où t'as Tom Cruise qui est rattrapé par, je crois, la nana, il me semble, si je dis pas de bêtises, par Grace quoi. Et en fait, en gros, c'est toute évidence, il a fait sa cascade lui-même, pas du tout sur fond vert, voilà. Mais bref. Et le truc, c'est que donc en fait, il se fait attraper. Et du coup, en fait, chaque wagon commence à chuter de nouveau. Et donc, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec des wagons à la verticale. En fait, tu changes de décor. Voilà. Et à chaque décor, t'as un nouvel enjeu. Et ça n'en finit pas. Et t'as les dangers, puisqu'en fait, t'as tous les wagons. Et t'as les objets, en fait, qui commencent qui se mettent à chuter. Il faut les éviter. Donc, en fait, d'un seul coup, ça commence tout doucement avec la cuisine. Si tu veux, où les mecs, ils sont en train de. Je crois qu'il y a peut-être un truc avant. T'as d'abord un wagon un peu lambda, quoi, dans mon souvenir. Bon, ils arrivent à remonter. T'as déjà cet enjeu-là et tout, avec la verticalité. Après, t'as la cuisine. Alors la cuisine, ce qui est génial, c'est que c'est une cuisine. Donc j'ai failli mettre le fun, une cuisine d'une copine il y a pas longtemps, tu vois, en faisant la bouffe pour ses gosses. Et donc une cuisine, ça prend feu. Et voilà. Et donc là, c'est ce qui arrive. Donc ils ont le feu qui est en plus. Après, il y a encore une autre étape avec le piano. Et alors mais ça c'est génial parce qu'en fait c'est le reveal du piano qui est mortel parce qu'en fait moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, c'est Bip Bip et le coyote. Tu vois là, c'est en fait c'est ça. Moi j'ai pas pu m'empêcher de rigoler, tu vois, dans ce moment-là parce que tu te dis il va se prendre un piano sur la gueule. C'est mortel. Et quelque part, alors cette scène, elle renvoie un petit peu à la scène de comment s'appelle dans le 4, encore une fois, on cite beaucoup le 4. Voilà. C'est la scène, on sait, avec les bagnoles, tu sais, avec à la fin, dans le parking en fait, mural. Alors oui, à ceci de différence que là, en fait, moi je trouve aussi ce qui est hyper ludique, c'est que c'est très écrite cette scène. Ouais, mais c'est un vrai, au niveau de scène d'action, et donc probablement plus de l'écriture que de la réalisation. Pour moi, c'est presque un cas d'école. Il faut que je le revoie pour vraiment arriver à dire un truc comme ça. Mais moi, je pense que ça va rester une référence pour moi. Mais il faut que je le revoie. En fait, t'as l'impression d'être dans un comment ça s'appelle dans un merde. Dans un Buster Keaton en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait c'est dans un truc. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu te retrouves t'as une variété de décors en fait. À chaque fois, t'as le décor qui est renouvelé. T'as une répétition, en fait, t'as une variation sur le même thème, qui est un truc dans l'action qui fonctionne toujours hyper bien. C'est-à-dire que c'est Jackie Chan dans Contre-Attaque, je crois, tu le vois avec cet escabeau, tu vois, et tu te dis, bon, il a un escabeau. Dans le Bronx. Qu'est-ce qu'il va... Non, je crois que c'est Contre-Attaque. L'escabeau ? Ouais. Et je suis à peu près sûr où il a cette espèce de salopette jaune. Je revois la scène. Mais on vérifiera, les commentaires nous le diront. Mais donc il y a voilà. Et en fait, il fait plein de trucs. C'est un truc. Je cite cet exemple. J'aurais pu en citer d'autres. Mais il fait. En fait, il te dévoile une variété de possibilités incroyables. Il y a de ça en fait dans cette scène où tu te dis bon, ils sont dans un train qui est en train de chuter. Tu vas voir la répétition puisque t'as minima 3 voire 4 wagons à la suite, quoi. Tu dis mais qu'est-ce qui va
qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a une variation à chaque fois. Ils te renouvellent les enjeux, ils te renouvellent le truc. Et t'as un truc aussi où t'as l'impression qu'elle dure très longtemps sans que tu t'ennuies. C'est génial les scènes d'action, je trouve, quand elles font ça. Je trouve que quand une scène d'action dure très longtemps, parce qu'on en a vu plein des scènes d'action qui durent très longtemps, tu t'emmerdes un peu. Et là, elle dure très longtemps. En tout cas, tu as cette impression d'être rassasié, d'avoir un truc de tension énorme, et en même temps, tu t'emmerdes pas une seconde. Parce qu'à ce stade, en fait, dans les, on va dire, parce qu'on arrive vers la fin du film, et donc quelque part vers la fin du podcast. Et en fait, il y a quand même ce truc, en fait, comme quoi c'est bien fait. Hein. De macro-enjeux et de micro-enjeux. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour moi, ce qui fonctionne dans le film, c'est qu'en fait, ils arrivent à se renouveler dans les micro-enjeux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu vas être dans un truc où alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un train ? Qu'est-ce que De Palma n'a pas fait dans son train à lui, tu vois, quand il y avait la scène de train, tu vois, ce qui, bon, elle se ressemble pas vraiment à la fin, mais c'est sur un train, quoi, tu vois, mais par contre, c'est un trope de film d'espionnage, c'est un truc qu'Hitchcock a fait en plus, c'est un train un peu à l'ancienne, qui est en plus dans un environnement absolument magnifique, puisque tu es dans les Alpes autrichiennes, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Même si, en l'occurrence, ils ont tourné en Norvège. Mais non, pas tout. C'est le saut en moto. Le saut qui est en Norvège. En Norvège, je crois que ça, non. Ils ont tourné en Italie en grande partie et tout. Ça y ressemble en tout cas. Encore. Et le truc, en tout cas, c'est que donc en fait, il travaille très très bien ça. Il travaille très très bien finalement, tout ce qui se passe plus ou moins personnel. Je dirais peut-être, j'enlèverai un petit peu ce qui se passe avec Esai Morales. Je trouve pas ça génial, tu vois. Mais je pense que ça participe. En fait, la problématique d'Esai Morales et de ce personnage-là, là, de Gabriel, c'est qu'en fait, c'est lié à l'enjeu macro pour moi. Et en fait, la problématique des enjeux macro sur Mission Impossible, c'est que tu as l'impression que ça s'appelle Mission Impossible, mais c'est toujours un peu facile pour eux, tu sais, d'arriver à faire leur truc à la fin, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est le missile qui s'arrête dans le 4, en fait, tu sais, parce qu'il appuie sur le bouton et que en fait, il tape dessus et que ça s'arrête, quoi, tu vois, et que le truc s'arrête avant d'arriver de percuter non, d'ailleurs, il le percute, mais il percute sur le côté, quoi. Et je trouve, en fait, si tu veux, c'est peut-être toujours à 2 doigts de la catastrophe. Et là, normalement, avec cette entité-là, tu devrais en fait t'arriver et surtout que c'est les derniers films, ils ont dit on arrête après ça, quoi, c'est fini Mission Impossible, tu vois. Tu dis en fait c'est heureusement que t'as cette grosse scène d'action complètement folle, tu vois, parce que je pense qu'en fait en tant que spectateur je serais resté sur ma fin en me disant mais en fait vous avez résolu quoi là finalement la fin dans ce film, tu vois. Certes il y a une suite qui arrive, tu vois, apparemment vous l'avez pas encore écrite mais elle arrive, tu vois. Et en fait le truc si tu veux c'est que t'as envie de dire, ils ont résolu qu'ils ont la clé quand même. C'est quand même pas rien. Mais bon, tu vois, moi, quand ils font revenir le dernier plan du film où ils partent dans le sous-marin, tu fais ouf. Tu vois, bon, ok, d'accord, tu vois. Après, on va voir. Mais le truc, c'est que si la question, si ce qui te gêne vraiment, c'est la puissance du cliffhanger, elle est pas très puissante. C'est pas que la puissance du cliffhanger, parce qu'en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est plus le côté. Après, l'enjeu de cette scène-là, c'est côté presque, c'est sûr et certain. Le côté presque sérialesque, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros. Série télé presque en fait par moment, toi, c'est-à-dire que le truc où tu te dis mais là moi j'aurais aimé que en fait dans votre feu d'artifice où les micro-enjeux sont géniaux, tu vois, en fait ça se recoupe avec le reste et en fait on sort totalement sur une satisfaction, mais là c'est bon, alors on repart à l'aventure, hein. Ça y est, on a ce qu'il faut et on y va, tu vois. C'est pas faux. Et Ça m'a pas gêné. Et je trouve qu'en fait si tu veux pour le grand final, hein, puisque c'est censé être ça, hein, sur une saga qui maintenant en fait va s'étaler sur logiquement une trentaine d'années, enfin parce que s'ils l'ont pas écrit ça sortira pas en 2024, donc on va peut-être l'avoir en 2025 ou 2026, tu vois. Et le truc si tu veux c'est que ça sera les 30 ans de Mission Impossible du premier en fait du premier film. On a quand même un truc qui est représentatif de toute la carrière de Tom Cruise, hein, mine de rien en fait, et qui a comment dire déjà d'une part parce que c'est lui qui produit. C'est lui qui chapeaute tout. En fait, c'était même sa toute première production à l'époque, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, quoi. Et que, en fait, l'idée, si tu veux, c'était, je vais créer ma propre franchise, alors que jusque-là, j'étais un acteur qui se retrouvait dans tous les films, tu vois, si tu veux, qui choisissait les films au cas par cas, quoi. Et d'ailleurs, je crois, il a essayé avec Jack Reacher d'en avoir une autre. Mais en réalité, et puis il y a évidemment Top Gun maintenant, mais qui est quand même une suite extrêmement tardive. Hein. L'idée, si tu veux, c'est que jusque-là, en fait, Tom Cruise, c'était Mission Impossible. Sa vraie franchise à lui, son vrai, terrain déjà de contrôle.
Et ensuite, j'ai envie de dire presque aussi d'expérimentation sur son star power, quoi. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que je fais avec ça Non, mais là, il est avéré. Moi, je pense que ça va être le carton de l'été. Tu vois, tu parlais d'Oppenheimer et de Barbie et tout. Moi, je suis sorti de ça. On verra. Peut-être que l'avenir me donnera tort et tout, mais à mon avis, il va à nouveau cartonner. En fait, il va refaire un Top Gun avec. Je sais pas s'il va refaire un Top Gun, mais en tout cas, c'est un vrai crowd pleaser. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça, on peut pas l'enlever au film. Ah, exactement. Bah ouais, tu vois, c'est les termes. Tu utilises le terme blockbuster, non? Bon, bah voilà. Tu vois, c'est un crowd pleaser. C'est vraiment un truc pour le public, en fait. C'est clair, mais voilà, c'est sûr. qui se fout pas de la gueule du public. Non. Moi, là où je suis un tout petit peu, comment dire, tu vois, je mets un tout petit bémol quand même sur cette notion de je vais sauver le cinéma, si tu veux, c'est que pour moi, le cinéma, c'est ce que moi, la façon dont je perçois le cinéma, si tu veux, c'est un langage. Et je trouve que là-dedans, si tu veux, ça pourrait aller plus loin. Là, on a autre chose, en fait, sur le sauvetage du cinéma, et c'est la même chose avec Cameron, c'est que je pense que c'est juste le plaisir du spectacle d'aller voir ce truc-là, en fait. C'est même pas une question de mise en scène, en fait. On est au-delà de ça. J'ai presque envie de dire quelque part, et tu sais l'importance que j'accorde aussi à ça, quand même, quoi. Mais je pense que c'est pas hyper important, en fait. Le truc fondamental, c'est est-ce que tu as envie d'aller voir ça en salle? Est-ce que tu seras content en sortant? Moi, je pense là, que même, c'est une évidence que les gens qui vont aller le voir, ils vont être contents. Je pense que même le grand public, en fait, qui n'a pas forcément, qui se pose pas ces questions que nous on se pose sur la mise en scène, le sent en fait sans ce truc-là. C'est marrant parce qu'en fait, dans les défauts du film, bon, il y en a quelques-uns avérés et tout. On parle surtout, mais je trouve que c'est plutôt bon signe en fait pour le film, de ce qu'on aurait souhaité que le film soit, et pas vraiment de ses manquements. Tu vois, depuis le début. On a parlé, on a dénoncé quelques manquements. Mais en fait, et je trouve que c'est plutôt bon signe sur la qualité du film quand même. Après, voilà, donc moi c'est ce que je disais. Évidemment que, en fait, dans le cadre de ce qui sort en fait depuis quelques années, l'été à Hollywood, si tu veux, c'est quand même le haut du panier. D'une certaine manière, je pense que certaines personnes auraient pu dire la même chose sur au moins une grosse partie des séquences de Fallout. Hein. Tu vois, le saut dans le vide, tu vois, ce genre de choses. Fallout, c'était vraiment pété, quoi. Moi, je sais que mon problème, c'est qu'à partir du moment où tu vois, je vais voir un film de Macquarie et que le film, en fait, il n'y a pas de scénar et ils le disent, tu vois, je veux dire, c'est problématique, quoi. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu mieux conçu de ce point de vue-là, tu vois, enfin, largement. Et à la fin, si tu veux, si tu mets, je pense, en fait, tes attentes sur le potentiel de ce que le film aurait pu raconter vis-à-vis de finalement la franchise, tu vois, bah on en ressort finalement assez satisfait, quoi. C'est-à-dire il faut avoir conscience que assez satisfait, je suis très satisfait. Moi je suis assez satisfait, très content d'avoir vu ça, j'ai hâte de le voir avec ma famille. Je suis assez satisfait et effectivement moi il est pas impossible que j'y retourne, donc voilà. Merde. Donc mais c'est vrai qu'après il y a pas non plus tu vois cet été après Mission Impossible. Finalement nous on va rater, c'est ce qu'on rigolait en entrée, on va rater Oppenheimer, on va rater comment dire moi Barbie. J'ai très envie de voir Oppenheimer. Non mais en podcast, je veux dire pour on va l'écrire. Non mais le truc c'est que bon c'est d'ailleurs c'est peut-être pas un mal qu'on termine là-dessus, mais on en a déjà parlé pour Flash, c'est que je pense que est-ce que l'industrie hollywoodienne est encore valide aujourd'hui dans le cinéma? La question se pose vraiment, notamment quand tu vois un film comme Flash. Vraiment. Et même, j'ai envie de dire, quand tu vois, et pourtant je l'ai défendu, quand tu vois un film comme Indy 5. C'est-à-dire que quand tu vois Indy 5, tu te dis, mais est-ce que c'est encore valide? Est-ce que c'est normal qu'on mette 300 millions de dollars pour produire un film comme ça? C'est-à-dire que moi, j'y trouve mon compte dans Indy 5, mais je comprends que, à mon avis, le film ne va pas marcher, là, pour le coup, et je comprendrais, en fait, qu'il ne marche pas. Je comprends, en fait, ça. Et en fait, Mission Impossible, et quelque part, Top Gun me disent, non, en fait, c'est ça aussi, je pense, le truc de Spielberg, c'est que là, je me dis, non, ils ont encore de beaux jours devant eux. C'est-à-dire que s'il y a encore des mecs comme Tom Cruise qui reprennent le truc et tout en main et qui se donnent les moyens de faire ça, je comprends qu'Hollywood puisse encore exister. Mais il y en a très peu, en fait, pour le coup, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de conversations autour de l'idée de comment est-ce que le Hollywood va devoir se renouveler. Tarantino, par exemple, récemment a fait une référence, évidemment, au nouvel Hollywood et à la façon dont tout a périclité à la fin des années 60. La vraie question, c'est est-ce que Hollywood va pouvoir vraiment se renouveler? Ça, c'est le premier point. Mais par contre, ne sous-estime jamais la capacité de résilience d'Hollywood en particulier et des États-Unis en général. Et surtout, c'est un énorme système en fait, de toute façon. Donc en fait, il peut pas se cracher d'un seul coup. Et l'autre truc, c'est que moi, je pense à tout prendre. Ce que Tom Cruise fait là, éventuellement,
en tout cas peut-être pour les 10 prochaines années de sa carrière, tu vois, c'est s'assurer sa place en salle, au cinéma. Ah oui, c'est-à-dire sur grand écran. Et dire je travaille pour ça, je milite pour ça, je suis dans cette direction-là. Là où effectivement... tu vois, même un mec comme Cameron, que j'admire profondément, quoi, dit si on doit aller sur Netflix, on ira sur Netflix, qui moi me fait un peu chier quand je l'entends dire ça. Ouais, ça fait mal au cœur. Ouais, mais le truc, c'est que. Voilà, Disney, en l'occurrence. Mais le truc, si tu veux, c'est que. Et en sachant que. Il aura pas cette finition-là. C'est-à-dire, il aura jamais la finition qu'il y avait sur Avatar 2, en fait, chez Disney+. Quoi. Tu peux pas, en fait, faire un film à potentiellement combien ça va plus coûter Avatar 2. La question, mais c'est d'autant plus incompréhensible que ce discours de Cameron et quand bien même c'était un rendez-vous manqué, ça faisait partie des problèmes pour moi de La Voix de l'eau. Mais quand tu inities des trucs comme le relief d'abord et la haute fréquence ensuite, c'est aussi une façon de réclamer le droit au cinéma. Parce que pour moi, c'est un des gros problèmes à Hollywood aujourd'hui, c'est leur incapacité à innover techniquement en profondeur sur l'expérience du spectateur. C'est ça, Hollywood a toujours fonctionné comme ça et ça fait partie des problèmes. Mais on verra. Moi, je pense que de toute façon, tant qu'à faire, et quand tu vois un studio malade comme la Warner, c'est pas plus mal que ça se crache. Et puis après, je vois Mission Impossible, je dis merde. J'ai pas envie que ça se crache totalement. Moi, je suis très... C'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on en a beaucoup parlé, on a fait les érudits peut-être, ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas sur le Mission Impossible et tout. Moi, je suis content quand un film me fait sentir un enfant, quoi. Et j'étais un gamin, en fait. J'étais à plein de moments, moi, quand le truc se crachait et tout, à la fin, j'ai dit « Ah !» J'avais 7 ans, quoi. C'était cool, quoi. Bref. Est-ce qu'on en reste là ? Ça me semble pas mal. Alain, on t'a pas beaucoup entendu finalement. T'as kiffé toi quand même. T'as été un peu pareil, non ? L'entité, c'est Netflix. Je partage complètement ton enthousiasme. Moi, effectivement, on peut avoir des réserves si on a envie de faire les pointilleux. C'est indéniable. Ah là là, putain, merci Alain, merci. Allez, sors. Allez, c'est bon, ça suffit. Honnêtement, voilà. Je me fais tancher là. Mais non, parce que moi aussi, j'en ai enculer les mouches. Non, mais moi aussi, si tu veux, j'ai des frustrations. Ils auront forcément des réserves. Non, mais quand je vois par exemple la scène dans la ruelle entre Pomme et Tom Cruise. Entre Pomme et Tom. Ouais, ça va. Et Tom. J'ai peur d'écorcher son nom de famille, je m'excuse. Clémentieff. Vous êtes pas sûr. Oui, moi je suis sûr avec moi-même. Moi, par exemple, il y avait la première idée qui m'est venue quand je les ai vus serrés et lui qui était pris en sandwich, je me suis dit mais il y a la verticalité, tu montes, tu fais un truc. Oui, à la Seven Swords de Twerk. Ouais, moi je voyais des trucs à la Jet Li et tout. Enfin bref, il est pas dans Seven Swords, mais voilà. Il y a toujours des petits résidus où tu te dis ah ouais, on aurait pu mieux faire, mais quand même. C'est malgré tout, enfin vous l'avez très bien dit, il y a de quoi s'amuser, quoi. Ah ouais, c'est clair. On peut reprocher effectivement que le côté cartoon soit pas complètement bien mis en scène, mais on parlait tout à l'heure du tonneau, il y a aussi juste la séquence d'après, il y a le côté Tom et Jerry que j'adore, où il y a donc le personnage de Paris, donc de Pomme Clémentieff, coincé dans sa voiture et l'autre qui arrive pas à redémarrer, ça fait génial. C'est comme la petite souris qui met le turbo et qui est en train de tourner, c'est génial, quoi. Super, enfin, ouais. et c'est hyper fun et bien sûr enfin voilà, moi j'ai pas boudé mon plaisir, quoi. Ah bah non, c'est clair. J'ai jamais vu autant de gens se lever pour aller pisser pendant le film. Ça, c'est vrai. On a vu la séance, en fait, il y a tu sais pourquoi 20 personnes qui se levaient pour aller pisser. C'est parce qu'en fait, dans les projets 2h46, Paramount, ils te donnent à boire c'est ça. Et donc tu siffles ton coca avant. Et voilà. Moi, je me suis barré aussi quand on était en train de briefer. Je lui ai dit, il est revenu, je lui ai dit, t'as raté la scène de la cascade en moto. C'est con, hein. Bref. Bon. On peut conclure. Eh ben écoutez, c'était le dernier. C'est le dernier en fait, enregistrement ici. Moi, ça me fait tout bizarre. Je vais me faire une photo là avec le truc. Et le truc, le truc, c'est surtout en fait, il y aura d'autres stéroïdes la semaine prochaine. Alors je sais pas. Oui, on n'a pas encore tout à fait. Voilà, on n'a pas encore décidé de l'ordre et tout. On vous laisse pas tout seul cet été, évidemment. Mais pour ce qui concerne l'été hollywoodien 2023. Pour l'instant, on tire notre révérence. Voilà. Donc, on reviendra à la rentrée. Révérence à ce décor. Enfin, voilà. Pour moi, en tout cas. Voilà, on reviendra à la rentrée dans un nouveau décor avec un nouveau Saltan. Et là, on reparlera, on verra si on fait un petit retour sur Oppenheimer et tout ça. Moi, je trouve qu'on l'a jamais fait. Je serais d'avis d'avoir des... On avait fait un retour l'an dernier, hein, c'était pas là, toi, mais on avait fait un retour sur Nope et tout ça. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Parce que je me rappelle que l'année d'avant, j'avais suggéré qu'on le fasse et tu avais dit non, on va pas le faire, je sais plus pourquoi. C'est parce qu'en fait, on faisait pas d'émission. C'est pas ça, c'est qu'en fait, on faisait pas. Là, en l'occurrence, ça collait avec l'idée de faire ça le temps pour un film avec plusieurs films. Bien sûr. Voilà. Merci Julien de me l'accorder. Non, Steph, allez. Merci Julien de me l'accorder. Alain,
Un petit mot, puisque tu as le micro en fait pour nos tipeurs. C'est toi le chef. Hein c'est vachement important. Non, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est vrai. Alors, je sais pas, on a dû faire 1h30 encore là sur cette affaire. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, putain, vous avez 1h30 de stéroïdes sur Mission Impossible. Quoi. Mais on a refait toute la saga. Hein, c'est pour ça, quoi. Ne nous en voulons en pas. fait, comme t'en avais jamais parlé avant, en fait. Ouais, c'est vrai. On se disait, ça vaut le coup de refaire. Voilà, ça valait le coup de revenir un petit peu dessus, quoi. Mais en même temps, il y a plein de super vidéos sur Internet sur ça. Moi, je sais que Bobine, ils ont fait une vidéo sur comment dire sur Mission Impossible. Voilà, donc repasser derrière, est-ce que c'est vraiment important? Puis tout le monde connaît un peu, c'est quand même très connu Mission Impossible aujourd'hui, quoi. Tout le monde sait comment ça s'est un peu fabriqué. Toutefois, en fait, donc voilà un petit mot pour nos tipeurs, hein, pour les remercier en fait de leur soutien. Encore une fois, c'est important pour nous, surtout maintenant qu'on va un petit peu encore un peu plus se professionnaliser. J'ai envie de dire. On est un peu contraint. Ça fait longtemps, comme on vous l'a dit et tout, donc on a beaucoup d'étapes à franchir. Et Capture va continuer, en tout cas pour l'instant. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font que nos implications diverses et variées sont aussi un peu... tout ça est très précaire. Et on est beaucoup en fait, mine de rien aussi. C'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas juste un youtubeur, tu vois. Et que ce soit Alain ou Stéphane, leur investissement est total. Vous n'avez pas idée en fait. L'investissement de chaque personne, même en fait à son niveau, c'est pas la question. Toi, quand tu prépares le long podcast et que t'as 9 pages de notes, voilà, c'est sûr. Tu vois. Ouais, mais moi je regarde les films, c'est tout, quoi. Tu vois. Je vous laisse parler, mais je sais que vous allez surcompenser. Et du coup, en fait, le truc, c'est que non, mais après, et on a conscience aussi d'un autre truc, c'est qu'on sait en fait que c'est pas forcément facile en ce moment pour n'importe qui en fait. Je veux dire, voilà. Donc même en fait aider, c'est s'abonner en fait sur YouTube. Ça nous aide en fait. Ça a l'air con comme ça, mais en fait, si vous pouvez mettre un petit si vous pouvez partager sur un de vos réseaux sociaux, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ou le conseiller, comme le dit Clémence, toujours de façon un peu systématique. Donc j'ai l'impression, comme c'est très écrit et très dit au début de Saltan, tu l'entends plus trop en fait ça, mais il faut en parler à vos amis. Mais c'est vrai que si vous appréciez en tout cas notre travail, si vous l'appréciez pas, c'est autre chose, quoi. Il y a pas de problème. Mais si vous l'appréciez pas, vous êtes plus là au bout d'1h30. Normalement. Non, mais voilà. Mais voilà. Donc c'est tout en fait. On va. Capture va évoluer parce qu'on est de toute façon contraint d'évoluer et se pérenniser grâce à vous. Et sans vous, non, il y a ça, et puis en fait, encore une fois, il y a ce truc, c'est qu'effectivement, il y a la problématique financière. Faut le dire au bout d'un moment. Après, il y a la problématique en fait, de visibilité, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, pour nous, ça a l'air con. Je sais qu'on voit, vous avez l'habitude quand vous allez sur YouTube, des gens qui vous disent abonne-toi, mets la cloche, machin, tralala. Mais le truc en vrai, c'est que en fait, pour nous, plus on est vu, plus on est sollicité, plus on est visible. Et en fait, plus on peut gagner en indépendance, en fait, tout bêtement. C'est aussi bête que ça. Et mine de rien, en fait, quand on défend le type de cinéma qu'on défend, la manière dont on le défend, c'est important. Pour nous, c'est un pur truc de passionné. Donc, en fait, voilà, c'est là, en fait, où on se dit... Il y a des podcasts qui sont financés par des studios, par exemple. Faut que voilà. Et c'est vrai que si tu fais un podcast qui est financé par un studio, tu dis pas ce qu'on peut dire pas sur à dire Flash, ce genre de choses, voilà. Que Vincent a dit sur Indiana Jones 5, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Donc, ou Clémence. Donc, voilà, ça aussi, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on fait... je veux pas non plus qu'on passe pour des plaignous, c'est-à-dire que depuis un an, à Capture, le nombre de succès, de marques d'affection que les gens nous ont montré, on n'a jamais eu ça. Les scores, moi, j'ai pas regardé dernièrement les scores sur YouTube et tout, mais la dernière fois que je les ai vus, j'étais même sur Lustig, le succès que vous nous avez apporté, c'est incroyable. Le succès que vous avez apporté au MOOC que Steph, dont il était rédacteur en chef, c'est énorme. Là, au moment où on vous parle, on va faire une projection au Club de l'Étoile. C'est plein. Enfin voilà, on a plein de trucs. Et il y a un autre truc qui est très bizarre, c'est qu'on est reconnu aussi dans la rue de plus en plus. Je sais pas en quoi ça te concerne. Je ne cherche absolument pas ça. Moi, c'est le seul truc qui m'intéresse là-dedans, c'est déjà de vous rencontrer de visu, c'est toujours un plaisir. Mais c'est surtout que je me dis, il y a des gens qui nous écoutent. On est un peu seul en fait parfois ici et tout. Donc que ce soit vos commentaires ou des trucs comme ça, et surtout quand on vous voit dans la vraie vie, c'est marrant. Et surtout, je me rends compte que putain, on est écouté et sur je rencontre des gens dans des lieux improbables, quoi, où je me dis putain, il y a des gens qui sont là, qui travaillent là, qui nous écoutent. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'aussi on se rend bien compte qu'on n'a pas envie du tout de lâcher Capture parce qu'on est en train de créer un truc qui manifestement a du succès. C'est pas l'idée, c'est juste une manière de dire et c'est important de le préciser. Mais faut vivre.
Voilà, si vous le précisez, tout ça, ça a un coût en fait dans notre vie de tous les jours. Parce que voilà, on le fait, l'exigence qu'on essaye d'avoir, hein, en tout cas, voilà. L'idée de pouvoir diffuser au moins une émission par semaine. C'est-à-dire quand même 52 émissions minimum par an, quoi. Et en fait, on compte pas Noël. Enfin, on prend pas les fêtes de Noël, on prend pas les fêtes du Nouvel An. Hein, on est là. Là, on va pas prendre les vacances d'été. Hein, non, vous aurez un podcast chaque semaine, en fait. Peut-être des fois 2 émissions, hein, c'est suivant l'actualité, quoi. Bah voilà, c'est tout ça, c'est un vrai coup quand c'est fait en indépendant. Quand c'est fait avec nos moyens à nous, les moyens que vous nous donnez, hein, en l'occurrence, quoi. Et voilà, on voulait en remercier. On est en train de passer plein de caps, voilà. Et c'est pour ça qu'on se permet aussi d'insister un plus que de coutume en ce moment dessus. Voilà. On est presque en train de refaire un podcast. Mais merci énormément à tous, hein, encore une fois. Merci Stéphane et Alain d'être aussi présents et de faire. Là, il veut rajouter un truc parce que le podcast n'est pas assez long. Je veux juste conclure sur le Tipeee. C'est en fait. Moi je vais pas vous faire moi je m'occupe des comptes et je vais pas vous faire une liste, je vais pas vous faire un inventaire de comptables, mais j'ai une phrase simple en fait qui vient c'est une phrase américaine que j'entendais souvent, c'est support your people, c'est-à-dire soutenez ceux que vous aimez, quoi. Donc si on a un peu d'importance pour vous, attendez pas à ça. Si on a un peu d'importance pour vous, voilà, c'est surtout qu'on l'a pas du tout dit depuis 10 minutes. Essayez de le faire. Ouais, c'est pour résumer. Merci. C'est vrai. Il a raison. Oh là là. Ah, merci Alain Mercier. Merci à vous tous. Merci Julien Dupuis. Merci Stéphane Moïsakis. Et merci Tom Cruise d'avoir sauvé le cinéma. Merci Tom Cruise. Voilà. Allez, à la prochaine. Mais pas merci pour Rebecca Ferguson. Merde. T'as coupé trop tard. À la prochaine. J'ai pas coupé. Allez, à plus.